Bonsoir à tous. Alors merci beaucoup. Vraiment, je ne cesse de vous remercier encore pour votre fidélité, pour votre constance, mais aussi sur la confiance que vous placez en nous. Ce soir, on va parler du Mali, comme on l'a promis, pendant tout le mois de Ramadan, tous les soirs. On se retrouvera ici pour parler du Mali, de l'actualité, des événements marquants et de tout ce qui a été important et de tout ce qu'il faut retenir. An balimaw aw sigilen kɛ yɔrɔ n ka foli b'aw ye n b'aw fo aw ka cɛsiri la n'aw ka wulikajɔ la ani hali bi aw ka faso kanu na i n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna kunun cogo min na nin jɛmukan bɛna sigi an fɛ su o su fo ka taa sunkalo ban donc an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ su fɛ walasa ko minnu mana kɛ diɲɛ kɔnɔ ni an kan ka minnu faamu ani ko minnu importantba minnu bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ ni an kan k'an da don a la donc an bɛ sigi ka kuma olu bɛɛ kan ni ala sɔnna ma su fɛ ka taa se fo heure 2 ma su o su donc i bɛ nin rendez-vous to i hakili la su o su an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan fo ka sunkalo ban donc ni ala sɔnna ma an bɛ kuma maliko la. En tout cas, merci à tous ceux qui rejoignent le groupe. Et je pense que je suis très ravi parce que hier, on a atteint un nombre record. Et pour nous, c'était une première. Et on était très flattés. Et cela ne peut que nous conforter, nous encourager à continuer sur cette lancée et à faire en sorte que vous puissiez avoir de bonnes informations, des informations fiables et à temps. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire tous les soirs. On prendra du temps, on va se poser avec un verre d'eau. Donc, on ne comptera plus le temps. On se parlera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sujet. Le format de base, le format initial qu'on avait souhaité était de faire en sorte que vous puissiez interagir avec nous. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à mettre en place cela. Mais comme je le disais hier, c'est que nous sommes très nouveaux sur ces différents réseaux et ça va prendre un peu de temps, mais on y arrivera. Et donc, à la fin du mois de Ramadan, il y aura un groupe qui sera constitué, qui pourra participer à nos différents échanges, mais en même temps, nous prévoyons d'organiser une rencontre physique, donc qui se fera quelque part à Bamako, et de préférence à la fin du mois de Ramadan. Et donc, c'est là quand tout. An ka laɲini ye de an fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan su fɛ an ka se ka hakilina falen falen kɛ diɲɛ taabolo kan ani jamana taabolo kan ani kunnafoni fɛn fɛn n'o nafa ka bon n'o anw kan k'o dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Donc ni ala sɔnna ma su n'an baro an bɛna sigi Algérie président ye déclaration min kɛ a ye interview min di téléso min n'o ye Al Jazeera ye olu ka podcast la. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous remercie infiniment pour la constance et je pense que on peut poser déjà le décor et parler de la situation en fait qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors, avant
de rentrer dans le vif du sujet. Donc, yani anga shuna baro anga do akono akakan baro bena sigi kumina donc ango fo nyonyana shuna ango ngo ambekma Algérie masake Algérie présent donc ni oye tebuni aye interview do di Al Jazeera kan interview ni kɛra podcast de donc interview audio ka enregistré mais dɔgɔkun saba tɛmɛlen kɔfɛ je pense que Al Jazeera y'a publié fana a ka téléso kan donc Algérie masakɛ ko kɛlɛ min bɛ Sahel jamana kan ko kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ ko kɛlɛ min bɛ Mali kɔrɔyan fan fɛ ani bɛnbanci wale minnu bɛ ka se sigidafɛ jamanaw ma ni Niger b'o la fo ka taa se Burkina ma ani an bɛ se ka fɔ ni Benin ni Côte d'Ivoire fana bɛ k'i sɛnsɛn ka gɛrɛ o ni Sénégal a ko nin gɛlɛya in ko Algérie ye degun min sɔrɔ a la Mali ka gɛlɛya la a ye Mali de fɔ principalement ko Algérie ye degun min sɔrɔ Mali ka gɛlɛya la ko jamana si ma a sɔrɔ a la diɲɛ kɔnɔ donc globalement nous allons ce soir aborder en fait la position de l'Algérie par rapport à la crise malienne tant le rôle de l'Algérie est important pour la recherche de la paix et de la cohésion sociale au Mali. Et donc, nous allons commencer la discussion avec la dernière déclaration en date cette semaine du président algérien Tebboune. Il avait accordé cette interview au podcast de Al Jazeera, mais on a vu que quelques jours après, la chaîne qatari a diffusé l'interview donc, sur sa version arabe. Et dans cette interview, le président algérien aborde la situation de la crise au Mali. Il l'aborde sous un angle où d'abord il se présente comme étant le premier partenaire, en tout cas extérieur, étranger du Mali, à être impliqué dans cette crise-là. Il le dit pour différentes raisons. D'abord, il pense que l'Algérie est le pays qui a payé le plus gros tribut dans la crise au Mali. Il a pris l'exemple, un exemple qui est très édifiant et qui va être le point de départ de notre discussion de ce soir. Donc, il s'est basé sur, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2012, quand la crise a commencé dans le nord du Mali en 2012, il y avait un groupe armé, un groupe islamiste qui s'appelait le Moudjahou, qui avait été mis en place. Et ce groupe islamiste avait enlevé 7 diplomates algériens dans le consulat de Gao. Donc, l'Algérie avait un consulat à Gao et 7 diplomates ont été enlevés. Et donc, le président Tebboune fait allusion à cela. Donc, il dit que l'Algérie est le seul pays qui a vu ses diplomates enlevés sur le sol malien. Et en même temps, il dit que l'Algérie est le seul pays où des diplomates ont perdu la vie dans la crise au Mali. En réalité, si vous ne connaissez pas l'histoire de ces otages, de cette prise d'otages qui a eu lieu donc, à Gao en 2012, c'est que le Moudjahou a réclamé, revendiqué d'ailleurs cet enlèvement. Donc les 7 diplomates ont été enlevés à Gao, 3 ont été libérés dans un premier temps. Je crois 2 autres aussi ont été libérés dans un second temps. Et par la suite, 2 sont morts. Donc il y a un qui a été exécuté et le deuxième serait mort des suites de complications liées à une maladie chronique donc, qu'il avait de par le passé. Donc c'est un peu ça l'histoire. Et comme vous le savez que l'Algérie, dans ces textes, dans la loi algérienne, il est formellement interdit de payer une rançon pour libérer des otages. Donc la libération des otages algériens n'a pas du tout été facile. Donc il y a eu énormément de discussions, énormément de négociations pour que ceux qui ont été libérés déjà, que l'Algérie arrive à ce résultat-là. Et donc il a fait allusion à cet événement malheureux et il met la responsabilité de cet événement malheureux sur un pays voisin. C'est très important. Il a dit dans sa déclaration donc, que c'est un pays voisin qui a monté un groupe islamiste au nord du Mali et qui serait à la base donc, de l'enlèvement des diplomates algériens. Et ça, c'est révélateur. C'est très révélateur parce qu'aujourd'hui, cet événement montre suffisamment qu'il y a des éléments externes qui ont pris part
en tout cas à la crise au Mali en 2012. Donc, comme il y a fort, tu as 600 c'est que Algérie massacre et kuma lase kɛ bi donc a ye interview dɔ di a kumana teleso dɔ la teleso min n'o tɔgɔ ye ko Al Jazeera donc Al Jazeera ka podcast dɔ a ye interview di o la semaine in kɔnɔna la donc interview nin kɔnɔ a ye kuma caman fɔ kuma minnu ni anw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la a ka kuma fɔlɔ 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 donc a y'a yira k'a fɔ ko Mali gɛlɛya ko n'a a kɔlɔlɔ bɛ se jamana wɛrɛ ma Mali yɛrɛ kɔfɛ diɲɛ kɔnɔ ko fɔlɔ 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 ko o ye Algérie ye donc a ma dan o dɔrɔn ma a ko fana ko Algérie ye degun min sɔrɔ Mali kɔrɔnfɛ kɛlɛ la ko jamana si m'a ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a ye exemple ta ko Algérie de ka jamana kɔnɔ u ka diplomatiw c'est-à-dire que u b'u ka faama minnu bila ka na an bara ko Algérie kelen pewu de ka o faamaw cɛra terrorisiw fɛ ko wa ko fo 2 sara bon o kuma o ye tiɲɛ ye parce que n'i y'a jateminɛ 2012 donc 2012 a b'a kalama an ka degun ninnu bɛɛ daminɛna 2012 de donc 2012 kɛlɛ daminɛlen banbaci walew daminɛlen groupe dɔ kɔni tun bɛ Gao k'o ye Mujaw donc Mujaw kɔni a bɛɛ b'a kalama Mujaw tun ye Gao consulat parce que Gao consulat tun bɛ Gao Algérie consulat pardon parce que Algérie consulat tun bɛ Gao donc Mujaw ye Algérie consulat diplomatique 7 ta otage la Gao o kɛra effectivement en 2012 diplomatique 7 ninnu talen otage la donc négociation kɛra ka kuma kɛ ka deliliw kɛ Algériens fɛ walasa ka mɔgɔ ninnu bɛ se ka bila cogo min donc u sera fɔlɔ ka 3 fɔlɔ labila 3 fɔlɔ labilalen 2 u sera ko o fana la se k'i yɛrɛ sɔrɔ kɔfɛ maintenant a tɔ 2 Mujaw mɔgɔw kɔni u ye 1 faga o bɔnna nin na tɔ 1 dɔ fana o fatur'u bolo parce que banaw tun b'o la o kun ni fura ka kan donc u ma fura di o ma o de bɛ na ni donc an ye président Tebboune ka kuma kɔnɔ ko Algérie ye prix min sara ko o ɲɔgɔn mɔgɔ jamana m'o sara Mali kɛlɛ la bon a ma dan o dɔrɔn ma donc a y'i hakilina di Mali situation na par rapport à ko minnu bɛ sen na a y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko kɔfɛmɔgɔ minnu bɛ na dɛmɛ don Mali ma ko o tɛ hali ni olu tɛ se k'u da don o la k'a fɔ n'o ka ɲi don o man ɲi parce que o ye Mali yɛrɛ ka kungo ye ko nka ko o tɛ olu fɛla ye walasa kɔrɔnfɛ kɛlɛ min bɛ Mali la o bɛ se ka ban cogo min na ko olu tigɛlen b'a kan ko Algérie tigɛlen b'a kan ko Mali kɛlɛ ko kɛlɛ t'a ban fiyewu k'olu tigɛlen b'a kan ko degun min bɛ an bara ko marifa t'a ban pewu ko marifa yɛrɛ t'a solution yɛrɛ ye donc Tebboune ko ten a ma dan o dɔrɔn ma a ko a ka kuma kɔnɔ ko mɔgɔ minnu bɛna Mali dɛmɛ a ye exemple ta Faransi kan ko Faransi nana 2013 k'a bɛna Mali dɛmɛ k'a bɔ a ka degun kɔnɔ Faransi nali la i kan ka min dɔn c'est que Faransi natɔ Mali la intervention fɔlɔ fɔlɔ la Serval de donc Algérie kɛra jamana ye jamana min tun y'i opposé ko tubabuw kana na Mali jamana kɔnɔ o tun y'u ban ko Faransi tɛna olu bara n t'a dɔn ni aw hakili b'a la mais Mali kɛlɛ bɛ daminɛ tuma min Faransi sɛgɛnna kosɛbɛ walasa u bɛ se ka yamaruya sɔrɔ u bɛ se ka avion bɛ se ka tɛmɛ Algérie jamana kunna cogo min na walasa u bɛ se ka an ka kɔrɔnfɛla lasɔrɔ cogo min parce que Algérie tun ma sɔn cogo si la donc u laban u y'u bolo jigin ka Faransi to yen nka en même temps Algérie continuera donc ka na ni accord d'Alger ye n'o signera parce que n'i ye a jateminɛ kabini an ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ daminɛna an bɛ se k'a fɔ kabini 63 ka na se fo bi ma donc sigikafɔ fɛn fɛn kɛra a ko la en tout cas ni kɛlɛ fɛn fɛn da ma jan o ma sigikafɔ fɛn fɛn kɛra o la o taara kɛ Algérie jamana de kan donc i b'a ye k'a fɔ Algérie jɔda bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ Mali kɔrɔnfɛla kɛlɛ bɛn ni sabati a nali la an ka jamana kɔnɔ donc a ma dan o dɔrɔn ma a ko k'olu ni tubabuw ni kɔfɛmɔgɔ minnu bɛ na Mali dɛmɛ a kɛra sa minnu bɛ na o minnu bɛ fɛ ka na o ko olu ka faamuyali cogo Algérie ka jate o n'olu ta tɛ kelen ye ko wa k'ale dalen b'a la fana ko jamana tɔ ninnu bɛ na ni hakilina minnu ye
ko o hakilina ninnu ko o tɛ se ka fu siri Mali denw na cogo si la ko parce que ko olu tigɛlen b'a kan ko Mali problème bɛ ɲɛnabɔ ni politiki sira ani sigikafɔ ani kuma de. A ma dan o dɔrɔn ma donc a y'i bolo sin jamana kan, jamana min bɛ kɛra mujaw sababu ye a ka kuma kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko mujaw nin kɔni ko o sigikun tun ye walasa Mali bɛ tila cogo min na de ko Algérie kɔni opposé don ko fɛn fɛn sababu fɛn fɛn bɛ na ni Mali ka tila fila ye ka kɛ jamana fila ou jamana saba ye Mali jamana foroba jamana bolofaraw n'a bɛ f'olu ma région olu bɛ tila cogo min na Mali Bamako la ko ale kɔni olu bɛ ko bɛɛ kɛ ko walasa o fɛɛrɛ kana latigɛ k'olu bɛ Mali dɛmɛ bi u bɛ Mali dɛmɛ sini ko nka ko komi k'olu dalen b'a la ko Mali problème tɛ sɔrɔdasi problème ye k'olu dalen b'a la ko Mali problème ye développement ko problème de ani politique problème k'olu bɛ Mali dɛmɛ walasa Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min ko bɔ nɔgɔ la ko de ye Mali problème ye donc globalement ce que j'ai résumé à une interview que le président algérien Thibaut Tegoun a accordé au podcast d'Al Jazeera qui a été diffusé sur cette chaîne. En gros, dans cette interview, le président algérien met beaucoup plus l'accent, au-delà du fait qu'il soit le voisin privilégié, mais le voisin qui a beaucoup souffert, sur les voies et moyens en cours pour arriver à bout de la crise au nord du Mali. D'entrée de jeu, il est unanime, il est formel, il est complètement opposé à la solution militaire pour régler la crise au nord du Mali, plus ou moins parce qu'il pense que les interventions militaires, en tout cas extérieures, seront vouées à l'échec et ne feront qu'aggraver la situation sécuritaire dans tout le Sahel. Il est formel là-dessus, mais en même temps, il dit que cela est une ligne. Et si on analyse un peu la politique algérienne, on se rend compte effectivement que c'est une constante, que c'est une ligne. C'est-à-dire que l'Algérie est pour une solution pacifique politique, en tout cas dans les faits visibles et dans les textes, et elle y contribue. Et donc, il a mis l'accent sur des projets de développement, il a mis l'accent sur la cohésion sociale, il a mis l'accent sur énormément d'aspects que, effectivement, on retrouve dans les actions algériennes sur le territoire malien. Donc, globalement, ce qu'on peut retenir de cela, c'est que l'Algérie a une vision et une ligne par rapport à la crise au Mali, et d'ailleurs qui est assez claire, qui consiste en une ligne politique, qui consiste en un dialogue entre les différents belligérants et qui consiste aussi à trouver en fait des solutions politiques pour satisfaire plus ou moins toutes les parties, en tout cas donner le maximum possible à toutes les parties. Et cette solution, il pense que ce sera celle qui sera gagnante et il pense que ce sera la solution finale parce qu'il reste persuadé qu'une intervention militaire, en tout cas extérieure, est vouée à l'échec. Et il pense que cela ne fera qu'attiser la haine et augmenter le degré de violence dans le Sahel. Il va au-delà de cela, parce que quand vous remarquez la crise malienne depuis le début, depuis les premières rébellions, on peut constater que l'Algérie a joué un rôle central, parce que d'abord la rébellion de 62-63, cette rébellion, tous les réfugiés, donc tous les anciens combattants, leurs familles, tous ceux qui avaient commis en tout cas des actes, tous ceux qui étaient recherchés, ont paradoxalement reçu donc, la bienveillance des autorités algériennes, ont eu l'autorisation de s'installer sur le sol algérien, de scolariser leurs enfants sur le sol algérien, à une période où c'était beaucoup plus compliqué parce que le Mali se battait pour sa souveraineté et le Mali avait aidé l'Algérie à acquérir sa souveraineté. Le Mali était un soutien très important pendant les guerres d'indépendance. Et d'ailleurs, c'est ce soutien-là qui nous a valu l'éclatement de la Fédération du Mali. Donc, vous voyez jusqu'à quel point les autorités maliennes ont toujours tenu à soutenir l'Algérie, à aider l'Algérie, à accompagner l'Algérie, parce que l'Algérie est constituée de nos frères avec qui on a énormément de choses en commun. Donc aujourd'hui, nous avons une histoire commune et l'Algérie donc, doit pleinement jouer un rôle
dans la crise au Mali. Ceci étant dit, il faut quand même revenir à la base du problème. C'est-à-dire que l'Algérie s'est retrouvée dans cette situation-là, comme je l'ai dit, de par l'histoire. Mais quand on remonte à la rébellion de 90-91, disons que euh, l'Algérie a joué un rôle moteur pour avoir un cessez-le-feu. Et à plusieurs reprises, l'Algérie s'est interposée. L'Algérie a aussi offert, vous savez, de l'hébergement, de l'accueil à beaucoup de Maliens, y compris des Maliens qui se battaient ou en tout cas qui réclamaient des choses au gouvernement central. Donc, tout cela, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas analyser la crise malienne sans regarder le rôle de l'Algérie. Et aujourd'hui, c'est plus que clair pour tout le monde que l'Algérie ne pense pas du tout à une solution 100% militaire. Elle reste persuadée qu'une intervention militaire étrangère ne ferait qu'envenimer la situation dans le Sahel. Elle est prête à endosser donc cette chemise de leader dans le Sahel. Et d'ailleurs, l'Algérie a mis en place énormément de mécanismes. Elle avait sa vision de la résolution de la situation du Mali avant l'intervention française et même pendant. Donc, c'est plutôt, je dirais que la mise en place du G5 Sahel qui a plus ou moins mis un peu les bâtons dans les roues de l'Algérie par rapport à cette coordination-là. Mais sur le plan de l'accord d'Alger, sur le plan des autres aspects, l'Algérie reste un partenaire très important, sinon je dirais le premier partenaire du Mali dans la recherche de la paix dans le Nord. Donc aujourd'hui, on se rend compte que l'Algérie a une vision de la crise malienne et elle a dit que cette vision est complètement opposée à celle que les Français avaient au Mali, à savoir une intervention militaire. Donc la vision française était d'intervenir militairement pour affaiblir en tout cas les premiers responsables terroristes et permettre à l'armée malienne peut-être de pouvoir en fait en découdre avec les autres terroristes. Donc si globalement c'est un peu ça les objectifs de Barkhane, c'est vrai que Barkhane à la fin était devenu quelque chose de méconnaissable parce que en tout cas les populations bénéficiaires de ces interventions-là avaient du mal à comprendre les vrais objectifs de Barkhane parce que tout simplement, ils n'étaient pas, en tout cas, mesurables. Donc, pour nous, Barkhane n'a pas répondu aux attentes donc, des populations du Sahel. Peut-être que ce n'était pas tout simplement cela son objectif. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que aujourd'hui, les pays du Sahel sont condamnés à prendre leur destinée en main, à trouver des solutions par eux-mêmes à la crise en fait qui secoue les différents pays. Donc, aujourd'hui, on va se rendre compte que l'Algérie a clairement dit qu'elle opposait une intervention militaire, qu'elle est pour un processus de paix. Et au Mali, ce processus de paix est plus ou moins bloqué en cette heure-ci. Donc, on se rend compte que l'Algérie est plus ou moins en tout cas en dehors du processus de résolution en cours, s'il y en a un, de la situation sécuritaire. Mais tout cela, on peut aussi constater que peut-être que les visions sont communes, peut-être que les objectifs sont communs, peut-être que la stratégie est commune, mais qu'il y a juste un problème de calendrier, un problème de momentum, si on peut dire ainsi. Je dis ça pourquoi parce que tout simplement, quand on regarde de près ou de loin, en tout cas les autorités de la transition du Mali, on sent que en tout cas toute l'action gouvernementale est orientée vers la force, vers la puissance de feu, vers la violence. Et cela veut dire que ceci pourrait éventuellement être une option pour régler la situation, que ce soit dans le centre ou dans le nord du Mali. Mais ceci étant, le Mali est un pays qui vient de loin. Le Mali est un pays qui a besoin de s'armer. Le Mali est un pays qui a besoin de se préparer pour se défendre. Donc, le fait que l'armée monte en puissance, entre guillemets, qu'il y a des acquisitions d'équipements, que l'armée soit une priorité, je pense que c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde parce que les gens aspirent à plus de sécurité. Il n'y a jamais assez de sécurité.
Il n'y a jamais assez de sécurité et ce travail doit continuer jusqu'à ce que le Mali soit en tout cas à même d'avoir un maillage territorial, d'être capable de cartographier son territoire, de connaître les points susceptibles de créer des problèmes, de surveiller des endroits susceptibles d'être hostiles. Et je pense que cela peut arriver assez rapidement si on se met sérieusement au travail, si on continue à travailler. Maintenant, cela, normalement, ne doit pas entraver la recherche de la paix, en tout cas par des voies et moyens pacifiques. Parce que la guerre, c'est de faire de la politique avec des armes. Vous savez que l'objectif d'une rébellion, c'est d'avoir des acquis sociaux, c'est d'avoir des acquis de développement, c'est d'avoir des acquis pour les populations locales. Donc, si une rébellion se crée et qu'elle porte des revendications, que ces revendications soient légitimes ou non, je pense qu'il est important, en tout cas si cette rébellion a une représentativité, de prendre en compte ces revendications-là. Vous savez, la rébellion, c'est juste une étape supérieure, en fait, des manifestations et des marches, des grèves, ainsi de suite. Donc, c'est une révolte, je dirais, citoyenne, qui, à la base, est destinée exclusivement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Maintenant, il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte et aujourd'hui, dans cette vidéo, on vient de comprendre que les voisins d'autres pays extérieurs peuvent prendre part en fait à un conflit interne. Et donc le président algérien l'a bien fait remarquer et quand il fait allusion à un pays voisin, on voit clairement qu'il fait allusion au Maroc. Donc la situation entre l'Algérie et le Maroc étant très complexe en ce moment-là, et surtout qu'il n'y a plus de relations diplomatiques entre ces deux pays depuis presque début d'année, je crois, même avant, je pense que cette déclaration n'est pas anodine. Il s'agit certainement d'une vérité qui a tout le temps été peut-être ménagée à cause donc de la courtoisie diplomatique et aujourd'hui qui nous saute droit au qui nous saute en comptant en plein visage sur la figure. Donc aujourd'hui, on doit se poser des questions sur pourquoi un pays voisin, en tout cas un pays ami, parce que le Maroc est un pays ami du Mali, pourquoi un pays ami peut en tout cas soutenir ou apporter des aides à un groupe comme le Moudjahou dans le contexte malien. Donc, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et donc, bien engagé au Mali. Quand il a à Famuka Foko, Algérie présent comme Kofelala. Il va à Famuka Foko, Mali problème. Parce que kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko Mujaw kirera Mujaw dɛmɛna ni Mali dafɛ jamana dɔ famaw ka baara ye. Donc a y'o de yira k'a fɔ. Donc a ka kuma y'o de yira. Bon kuma in dun n'i ye Algérie président ka kuma jateminɛ ka Algérie président ka kɛwalew lajɛ ka Algérie yɛrɛ taabolo lajɛ i b'a faamu ko Algérie président kan bɛ Maroc de ma. Donc en gros a b'i n'a fɔ ni Algérie président yɛrɛ bɛna a sɛbɛntiya bi k'a fɔ ko Marokɛnw ye Mujaw dɛmɛ ani n'u m'a créé k'u ye Mujaw dɛmɛ walasa ka mɔgɔw bolo tigɛ Gawo walasa ka mɔgɔw faga Gawo walasa ka mɔgɔw bugɔ ni busan ye Gawo. C'est très grave. Et en plus de ça, ko Mujaw donc ko de ye olu ka mɔgɔw faga parce que n'i y'a jateminɛ ka taa 2012 la ka na se fo bi ma, c'est vrai que Maroc sen donna Mali problème na mais an tila k'an da don o la sisan k'o walawala mais i kan k'a dɔn ko jaja Mali problème i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min ko filɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye ja dɔrɔn ye donc jaja Mali problème jamana wɛrɛw an'an dafɛdugu jamana wɛrɛw an'an sigiɲɔgɔn wɛrɛw an'an teri wɛrɛw olu fana ye mɔgɔ dɔw dɛmɛ walasa ka mɔgɔw bolo tigɛ ka walasa ka tiɲɛni don an ka jamana kɔnɔ mais mun de la o bɛ se ka kɛ n'i ye a ta k'a lajɛ n tɛna n da don Mujaw créé cogo ni a composition na
mais mujaw daminɛ fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ n ko Gao arabu donc Gao ka arabu olu de kun ka ca mujaw la bon en réalité minnu ye mujaw créer i bɛ se ni mujaw créer cogo i bɛ se k'a faamu ko transition b'a kɔnɔ parce que arabu ninnu caman tun bɛ yen u ka denmisɛnninw caman tun bɛ yen donc olu tun bɛ Akimi na donc Al-Qaïda au Sahel la donc u tun bɛ o groupe in na groupe u bɛɛ lajɛlen tun bɛ groupe ba dɔ la donc an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ kɔrɔnfɛla in bɛɛ 2012 la parce que tubabu nalen de groupe bɔra ɲɔgɔn na n'o tɛ 2012 la an bɛ se k'a fɔ minnu ye Mali attaqué k'a kɛ minnu ye Aguelɔ ci o kan an ka sɔrɔdasiba n'a ka mɔgɔw u kɛlen ka kɛlɛ kɛ fo ka sɛgɛn Mali ka dɛsɛ an ka dɛsɛ k'u ravitailler o y'a sɔrɔ an ma pɛrɛn denmisɛnnin fitininw u k'u bolo da u kɔ k'u yɛrɛ di i n'a fɔ convention internationale b'a fɔ cogo min ni mɔgɔ ninnu ka Ala minɛ k'u kan tigɛ en violation de toutes les lois et toutes les conventions internationales donc an ka mɔgɔw faga donc o groupe fɔlɔ in n'i ye a ta k'a lajɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali contrôle la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali gouvernement contrôle la n'u ye accord signé groupe fɛn fɛn ni an tɛ kan fɔ o groupe in bɛɛ tun bɛ o groupe fɔlɔ in de kɔnɔ o groupe fɔlɔ in kɔnɔ terroriste ko tun tɛ yen MNLA ko tun tɛ yen Ansarudi ko tun tɛ yen MA ko tun tɛ yen ACEA ko tun tɛ yen CMA ko tun tɛ yen groupe ko tun tɛ yen u bɛɛ de tun ye groupe kelen donc u bɛɛ de groupe kelen o de la u bɛɛ de jɛra ka tiɲɛni kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye degun se an ma o yɔrɔ la tubabuw natɔ intervention kɛ tubabuw de donn'u kan k'a fɔ ko dɔw ka bɔ u la donc ka tɔgɔw créer walasa dɔw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na dɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka baara kɛ donc tubabuw de y'u fara n'o tɛ anw bolo Mali la groupe in bɛɛ ye groupe kelen anw ma différence d'u ni ɲɔgɔn cɛ donc intervention kɛlen an y'a ye k'a fɔ groupe fitininw u farala mais depuis intervention ma kɛ donc u farala mais mujaw yɛrɛ ni ye mujaw créer cogo jateminɛ parce que mujaw créer la yanni intervention ka kɛ i b'a ye k'a fɔ en fait intervention min kɛra anw bara ce n'est pas comme si ni tubabuw y'u sigilen to baara u bɛ pelefilɛ la u ɲɛ b'a la ko Mali bɛ ka bin ko an hinɛ y'u minɛ k'u ye avion ni migiw ni n t'a sidɔn rafales ta ka na an ka terroristes kɛlɛ a ma kɛ ten d'ailleurs tubabuw tɛ foyi kɛ kunfɛ tubabuw tɛ foyi kɛ gansan ka sɔrɔ a ma lamɛn intervention min kɛra Mali la intervention in n'a bɛnna a mɛnna intervention in pɛrɛnlen tun don a mɛnna dɔw ko k'a ka ca ni san 10 dɔw ko depuis 20 janvier 1961 ni Modibo Keyita ye tubabu sɔrɔdasi laban gɛn ka bɔ an ka jamana kan ko depuis o don ko tubabuw ye cellule bila sen kan ka baara daminɛ walasa u bɛ segin ka na cogo min na u nɔ la an ka jamana kɔnɔ militairement parce que u bɛ jamana tɔ ninnu bɛɛ la u ye jamana fɛn fɛn coloniser anw de tun y'u gɛn parce que sɔrɔdasi gɛn ni wariko CFA ko o de ye kelen donc olu de tun y'u ka outils ye u bɛ se ka an dɛrɛ ni minnu ye u bɛ se k'an mara ni minnu ye o de la classement dɔ bɛ kɛ san o san ko global fire donc o bɛ dugu armɛw classé n'i y'o ka classement jateminɛ i b'a ye k'a fɔ Faransi ka colonie camanba bɛ yen i m'a ye bon olu Sénégal ninnu ni Côte d'Ivoire ninnu si tɛ don classement na parce que olu bolo armée t'olu si bolo olu bɛɛ ka armée bɛ dépend Faransi de la de telle sorte que budget ɲanama tɛ don u ka minɛnw na parce que ni Faransi bɛnnen a bɛ fɔ o de ma ko accord de défense donc u bɛ an nɛgɛn n'o ye mɔgɔya politiquement yɛrɛ ko komi tasuma b'olu bolo ka ban an ka sɔrɔ ka dɔgɔ donc an k'an ɲɛsin yiriwa ma an ka sɔrɔ fitinin ninnu k'an ka n'o don lakanaminɛn na ko nafa foyi t'o la parce que ni giri gara cun kan komi i n'olu ka di minɛn b'olu bolo k'olu bɛ se ka n'i dɛmɛ donc o accord sugu a bɛ fɔ o de ma ko accord de défense donc olu de b'u n'an ka mɔgɔw cɛ o ka d'u ye parce que n'u b'anw bara donc an gulonnen bɛ t'u la déjà an bɛ fɛn caman ɲɛ kelen ye donc an fana jamana fana bɛ se ka nafa lase jamana wɛrɛ ma yɔrɔ o yɔrɔ an fana b'u ka sago la o la donc an ka voix tun b'u bolo ONU la u bɛna affaire k'an bara nɔgɔya la
Donc fɛn bɛɛ ka nɔgɔn et puis hali n'u nana affaire la u sécuriser de u garantir parce que u yɛrɛ ka sɔrɔsiw bɛ yen donc avantage baden de tun b'a la o donc globalement on comprend que en fait présence militaire min bɛ don en fait stratégie de France-Afrique de kɔnɔna la donc o stratégie in dun an y'a ye anw t'o fɛ bilen anw t'o fɛ anw sɛgɛnna anw bɛ fɛ ka k'an yɛrɛ ye de hali n'an bɛ sa an bɛ sɛgɛn an bɛ sa mais an bɛ sa a bɛ fɔ k'an y'a ɲini k'an ɲinitɔ ka k'an yɛrɛ ye k'an sa wa anw tɛ sa koyi anw tɛ sa parce que minnu y'u yɛrɛ ta olu foyi t'u bolo u tɛ se foyi la an tɛ se min ɲɔgɔn na donc globalement i ɲɛ b'a la ten donc u nana o cogo de la maintenant yan'u ka na o la o y'a sɔrɔ mujaw kun kɔni bɛ anw bara dɔw ko ko mujaw daminɛna ni mɔgɔ 500 ye mais n'i ye mujaw nin jateminɛ donc i b'a ye k'a fɔ Gawo arabu minnu tun bɛ ka denmisɛnnin minnu tun bɛ donc groupe terroriste AQMI na donc an bɛ se ka kɛ ten pour que i k'a faamu donc olu de y'a ɲini k'olu fana b'u ka groupe créer u yɛrɛ ye groupe bɛ kɛ olu ka olu arabuw ka groupe ye parce que o y'a sɔrɔ yan'olu ka groupe créer donc burudamaw de fɔlɔ bɔra k'u ka groupe créer mais an b'a dɔn olu bɛ ko o ko kɛ olu bɛ wele de ko f'olu ɲɛna donc o kɛlen donc ninnu fana bɔra donc burudamaw bɔlen nin kɔnɔ olu fana mujaw fana bɔlen filɛ nin bon i bɛ se k'a jateminɛ peut-être que burudamaw bɔra cogo min na k'u ka groupe créer donc peut-être que ninnu fana pourquoi pas pays voisin ye Algérie masakɛ ye min fɔ pourquoi pas n'ale fana m'u dɛmɛ walasa u fana b'u ka groupe créer parce que n'i ye Barkhane ka rapport ninnu lajɛ olu y'a yira k'a fɔ ni depuis Serval ko Faransi bɛ n'a kuma min donc mujaw mɔgɔ kun ka kɛlɛkɛcɛ kun ye mɔgɔ 500 de bon tubabuw ka jate don mais a dafalen tɛ ko 500 mais bon ko après k'u ye stratégie de recrutement dɔ bila sen kan donc u tun bɛ pratiquement ni i taara donc 60,000 bɛ d'i ma ni i taara kalo o kalo i bɛ sara 40,000 donc u tun y'o bila sen kan wagati dɔ fana donc o fana y'a to ye denmisɛnnin caman sɔrɔ mujaw ye denmisɛnnin camanba sɔrɔ fo dɔw ko k'u ka mɔgɔw taara fo kɛlɛkɛcɛ 50,000 la o fɔra mais en tout cas o stratégie n'i y'a lajɛ ça veut dire que mujaw ye mɔgɔw sɔrɔ ni wari de donc mujaw ye mɔgɔw sɔrɔ ni wari de parce que min tun ye k'a fɔ ko Tilemsi arabuw k'u b'u yɛrɛ protéger komi burudamaw ani o wagati bon an ka karo denmisɛnnin dɔw fana tun bɛ ka wuli donc i b'a dɔn yɔrɔ ninnu ka kalan donc bɛɛ b'i yɛrɛ défend donc k'u fana b'u yɛrɛ défend komi n'olu fila de bɛ sigi la donc olu ni ɲɔgɔn cɛ ani groupe in créer idée tun y'o de ye i b'a ye k'a fɔ ko groupe in créer la ni wari de bon wari an ka Gawo commerçant ba fila bɛ yen Gawo waribatigi ba fila donc u bɛ américains ka terroristes ka liste noire kan donc u bɛ drogue feere u bɛ tew feere u bɛ fɛn caman feere dɔw dɔnnenba yɛrɛ don donc olu kɔni olu dɔ o kelen tun bɛ Gawo o yɛrɛ tun ye mujaw numéro 2 donc c'est à dire que drogue de tun bɛ bɔ hali sisan drogue de bɛ bɔ Amérique latine parce que i b'a dɔn drogue bɛ consommer Europe de kosɛbɛ ani Amérique kosɛbɛ mais min bɛ don Europe donc o donni ka gɛlɛ avion na parce que contrôle gɛlɛyara bon komi drogue ko tɛ kɛ anw ka jamanaw kan anw tɛ drogue sɛnɛ jamana ye donc trafiquants ka kin donc u tun bɛ na ni avion ye n t'a dɔn n'aw hakili bɛ yɛrɛ cocaïne na Mali la donc u bɛ na ni avion ye ka avion lajigin n'u ye avion lajigin a falen drogue la anw bara u bɛ sɔrɔ k'a charger 4x4 charger ka yɛlɛn n'a ye n'u yɛlɛnna n'a ye u bɛ yɛlɛn ka taa n'a ye ka tɛmɛ Maroc fɛ ka taa n'a ye fo Espagne ka don n'a ye Europe kɔnɔ donc i b'a sɔrɔ drogue kilo kelen pratiquement Colombie i b'a sɔrɔ 100,000 kilo kelen 100,000 mais kilo kelen 100,000 Colombie kilo kelen gramme kelen bɛ feere tubabu la prix min na bi n'i ye a jateminɛ pratiquement i bɛ se ka kilo kelen feere pratiquement 250 à 300,000 euros donc pratiquement ka taa fo $45,000 $50,000 i bɛ se ka sɔrɔ drogue kilo kelen na tubabu la donc en gros n'i ye drogue san 100,000 Colombie ka se ka don n'a ye kilo kelen tubabu jamana fɛn fɛn kɔnɔ i bɛ $50,000 sɔrɔ a la 100,000 $50,000 donc trafiquant ninnu ani an ka Gawo commerçant ba faamaba minnu tun bɛ a la u dɔnnen don u ka sow dɔnnen don Gawo bɛɛ b'u ka yɔrɔ dɔn wariba de b'u kun
Donc olu ni trafiquant ninnu de tun bɛ avion fa cocaïne na. Donc an bɛ o tɛ kilo ko ye bilen, tonne camanba de ye. Donc ka na n'a ye Mali la. Donc n'u nana n'a ye Mali la, u b'a kɛ pick-up kɔnɔ, 4x4 kɔnɔ. Donc ani an ka denmisɛnnin minnu bɛ taa Libi, hali an n'u dɔw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Donc n'u taara n'a ye a don o kɔnɔ. Maintenant olu ka milice ninnu, u ka groupe terroriste ninnu, donc u kɛlen bɛ k'an ka kɔrɔfɛla ye siraw tila de, bɛɛ n'i ka sira de don. I m'a faamu. Donc Mujaw n'a ka sira, MNLA n'a ka sira, Algeria n'a ka sira, MA n'a ka sira. Donc bɛɛ n'i ka sira de don. Maintenant e ka sira, donc ni drogue bɛ tɛmɛ, donc i b'a lajɛ tɔn hakɛ min b'a la, i bɛ pourcentage dɔ minɛ o la. Donc olu caman y'u financer. Donc ninnu tun bɛ Gawo, t'a dɔn ni hakili bɛ cocaïne na. Cocaïne o ko ganna fo américains de y'u sen don a la, parce que tellement que a tun kɛlen don flagrant ye, Mali faama bɛɛ tun b'a kalama. Cocaïne ko kɛra 2009 de, Mali faama bɛɛ tun b'a kalama, parce que avion ninnu bɛ jigin, sɛbɛn bɛ avion na, an t'a dɔn jɔn ye sɛbɛn di avion ma. Donc avion ninnu bɛ jigin, a drogues bɛ don pick-up kɔnɔ Gawo, o ye yɛlɛn n'u ye ka t'u feere Europe. Donc groupe in caman financer la ten. Bon trafic nin, an bɛ se ka fɔ an bɛ don min na i komi bi, trafic mais continue, le trafic continue toujours, mais avec des acteurs différents. Donc, acteurs où il va falloir. Donc, globalement, au loup des Moudjao créés. Maintenant, Moudjao créés, donc Moudjao créés, Moudjao est tcheni baké, Moudjao est puissant. Faut Moudjao Béa et Moudjao Yamene la gang au live là, Béa vidéo et YouTube, Moudjao puissant. Donc, Moudjao Yamene la gang, son la créé, que vous la comme il y a drapeau, tout Gao, Gao et gang. Donc, MNLA puissant. Mais MNLA puissant, parce que MNLA tout met demain. MNLA tout met demain, quoi fait? Demain, au djele, ni au cas, Kenebe, ko MNLA tout met demain, quoi fait? Oui, en bébé, mais MNLA tout met demain. Moudjao fana tout met demain. Moudjao tout met demain. Ou bébé Moudjao ka demain. Donc, Teboun ta bolé, quoi fait? Moudjao kumbe a tani flala kumami. Mali konfela kumbe a tani flala kumami la. ONG chi c'est ka konfe. Malien chi ali pour ka ta Gawo. An ka bisu kɔnɔnaw kun kɛlen ka yiriro de don cɛw bɛ ɲɛfɛ musow bɛ kɔfɛ. Donc n'an sera n'an tɛmɛna Gawo, n'an bɛna don Gawo donda la dɔrɔn yiriro de bɛ sigi, bisu bɛ boli n'o de ye. A bɛ i n'a fɔ an bɔra Mali territoire kɔnɔ, c'est-à-dire que sariya wɛrɛ de bɛ yen tugun, o sariya de tun bɛ boli bɛɛ kan. Donc mɔgɔ si tun tɛ se ka taa Gawo. Mais au temps kɔnɔna na, Croix-Rouge, Qatari Charity, olu tun b'u yaala fan bɛɛ foyi t'u sɔrɔ. Donc tellement que olu tun siga kɛlen b'u la ko u ni Moudjao bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. F'u ye avion lajigin Gawo. U avion lajigin Gawo k'a sɔrɔ Mali faamaw t'a kalama. K'a sɔrɔ Gawo contrôlelen don Moudjao bolo. U ye avion lajigin Gawo ka na ni dɛmɛ ye. Olu de ye an bɛ se k'a fɔ hali a wagati u ye Moudjao dɛmɛ kosɛbɛ ni fɛn caman ye. Ani ni fɛn preuve matériel sɔrɔli ka dɔgɔ a la. An y'a ye k'a fɔ a wagati a y'a sɔrɔ Jonkunda Traoré tun bɛ président de la transition la. Et délégation wuli ka taa fɔ Qatar ɲɛna ko u bɛ ka terroriste dɛmɛ Mali la k'u ka sabali k'u k'an tɔbɔtɔ ko se t'anw ye ko terroriste bɛ tiɲɛni de la an bara. Nka an bɛ se k'a jateminɛ hali ni Qatar faamaw k'u ma ko Qatar tɛ terroriste dɛmɛ Mali la ko o t'olu ka baara ye. Bon u kɔni y'a jira k'a fɔ ko peut-être que k'a bɛ se ka kɛ k'olu ka waritigiba dɔw, milliardaire dɔw, k'olu bɛ se ka initiative ta u yɛrɛ ye. Mais en tout cas, Qatar ye Mali Moudjao dɛmɛ. Bon n'i ye Moudjao ta k'a lajɛ, Moudjao kɔni ni Maroc kun ka surun kosɛbɛ, an bɛ se k'o affirmer. Donc an bɛ se k'a ye Marocains u sen donna Moudjao dɛmɛli la. Mais pourquoi Marocains bɛ Moudjao dɛmɛ? Parce que pourquoi Marocains bɛ Moudjao dɛmɛ? I kan ka min faamu c'est que Mali problème, Mali kɔrɔnfɛla problème ani Sahel problème bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na. Bon Mali problème nana sɔrɔ problème belebeleba wɛrɛ bɛ Sahara kɔnɔna la n'o ye Saharaw y'u ka situation ye. Donc o territoire nin o bɛ dugukolo kan, dugukolo min ni o bɛ Maroc tɔgɔ la. Bon Sahara occidental histoire ka jan, n tɛna don o kɔnɔ n'o tɛ an bɛ dévier ka bɔ an ka thème na. Mais i kan ka min faamu dɔrɔn c'est que yɔrɔ dɔ bɛ Maroc dugukolo kan. En réalité ni Maroc ta tɛ,
mais ni Maroc bɛ fɛ ka a kɛ a ta ye jagoya la ani politique la. N'i ye territoire in jateminɛ, an bɛ se k'a fɔ a situation mɔgɔ caman bɛ se k'a fɔ k'a ni Mali ni jamana minnu ni rébellion bɛ k'u ye kelen ye, u tɛ kelen ye. Parce que Sahara occidental reconnulen de don comme territoire autonome. En tout cas, avancée baw kɛra a la, wa u n'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kan. Wa o de ye Mali ka position ye. En tout cas, o de kɛra Mali ka position ye depuis lawale. Wa o position in, o de tun ye farafinna bɛɛ ka jɛkulu n'o ye OUA ye, fo ni yɛlɛmana ka kɛ Union africaine ye, o de tun ye olu ka position ye. O position, o de ye fana tun ye ONU en tout cas ye opposition ta siɲɛ caman. Maintenant, Marocains ye diplomatie forte bila sen kan pour que ka dugukolo in yɔrɔ in récupérer. Bon, au-delà du fait que ninnu ka leaders bɛ degun sɔrɔ, i bɛ se k'a faamu fana en tout cas stratégie bila sen kan, stratégie b'a to u bɛ se ka yɔrɔ ninnu récupérer cogo di? D'abord, organisation internationale fɛn fɛn tun ye Sahara occidental de reconnu, hali ka Palestiniens ka statut ɲɔgɔnna dɔrɔn, u donn'olu bɛɛ kan k'u financer san caman, k'u impliquer san caman, walasa ka olu ka politique yɛlɛma, k'olu ka vision yɛlɛma. Donc, ONU ka vision bougera, Union africaine n'o ye OUA den ye, o ka vision bougera, wa jamana caman ka vision bɛ ka bouger parce que Maroc bɛ jamana minnu nafa man bon kosɛbɛ, a b'olu inciter parce que dugukolo in non seulement u bɛ ka sow jɔ yen, i n'a fɔ Israéliens bɛ min kɛ Palestine colonisation, c'est-à-dire que ni mankan bɛ yɔrɔ la, a b'i n'a fɔ sisan nɔ ni Bamako n'an wulila sisan ka taa logements sociaux 500 jɔ Kidal, donc ka mɔgɔw mite yen, ka école jɔ yen, ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ yen, i m'a ye, ka sinimasow jɔ yen, ka baarakɛyɔrɔw kɛ yen, ka services kɛ yen. Donc n'i y'o kɛ sisan, ka ni Kidal ka taa ni 50 000 ou 100 000 personnes ye yen, donc a bɛ se ka fɔ de ma n'a y'a sɔrɔ territoire problème don, dugukolo min t'i ta ye, donc a bɛ fɔ o ma ko colonisation. Donc i taara mɔgɔw ka dugukolo kan ka t'i sigi yen, k'i kɛ yen ta ye fo ka a tigɛ, i y'a bɔsi a la. Donc u y'o stratégie farinman de bila sen kan. Donc o stratégie farinman ka na ni jama ye, jama dɔrɔn tɛ dɛ. Komi diɲɛ kɔnɔ, jamana tɛ se ka créer, indépendance tɛ se ka ta ni jamana wɛrɛw ma u ka yamaruya di. Donc Marocains ma taa sira jan fɛ. Ni jamana min bɛ na u bara, ni bɛna ambassade créer, ni bɛna consulat créer, u bɛ mɔgɔw encourager, u bɛ mɔgɔw inciter u ka t'u sigi o yɔrɔ ninnu na. Donc i y'a dɔn kɔni, n'i ko k'o yɔrɔ tɛ Maroc ta ye, a b'i n'a fɔ i yɛrɛ ka ambassade ka consulat bɛ yɔrɔ min, o tɛ Maroc ta ye. Donc u y'o stratégie bila sen kan, mais o kɛlɛ in, n'i y'a lajɛ, o Saharawi ninnu minnu b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya nɔfɛ, olu dɛmɛbaga fɔlɔ 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 o ye Algérie ye. Donc Algérie de b'olu dɛmɛ na su ni tile, a b'u dɛmɛ ni minɛn ye, a b'u dɛmɛ ni wari ye, a b'u dɛmɛ ni balo ye, a b'u dɛmɛ ni kalan ye, a b'u dɛmɛ ni hali dɔnniya ye. Maintenant o kɛlɛ, o kɔlɔlɔ, o dɔ bɛna se anw ma parce que anw ka kɛlɛ ɲagalen, bɛɛ y'a faamu k'a fɔ ko nin kɛlɛ in a tɛna dan Mali dɔrɔn ma. Donc jamana caman y'a ɲini k'olu bɛ n'u sen don a la, k'olu bɛna anw dɛmɛ. Donc o jamana ninnu na, i bɛ se ka ye Maroc fɔlɔ fɔlɔ nana o la. Donc Marocains nan'u yɛrɛ proposer ko olu bɛ se ka don anw ni mɔgɔ ninnu cɛ ka sigi ka fɔ kɛ walasa bɛn o bɛ se ka nin kɛlɛya o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Marocains kɛlen k'o kɛ, donc i b'a faamu ko en réalité o kun tɛ walasa ka anw dɛmɛ dɔrɔn ye, mais a kun tun ye walasa u fana da bɛ se ka don a la cogo min na, parce que Algérie da b'a la. Donc c'est comme si ni Algérie bɛ ka an ka jamana ninnu yɔrɔw, jamana bɛɛ sɔrɔ ka gɛrɛgɛrɛ a yɛrɛ la dɔɔni dɔɔni. Donc c'est comme si ni olu bɛ ka isoler. Donc u y'u cɛsiri o la, je pense que o wagati Mali faamaw ma sɔn o ma, parce que ka sabu kɛ Mali problème bɛ Algérie kun kan kosɛbɛ ka tɛmɛ Maroc kan. Donc i bɛ se k'a ye k'a fɔ groupe ninnu bɛ se ka créer fana walasa i fana da bɛ don kɛlɛ ban kuma la cogo min na, walasa kɛlɛ ban yɔrɔ la, fɛn minnu bɛ taa fɔ yen, olu fana dɔ kana na taa kɛ a bɛ fɔ o ma ko jurisprudence, c'est-à-dire que sariya ye, sariya min ni baara bɛ se ka kɛ n'o ye taalen ɲɛfɛ tuguni walasa ka o appliquer e yɛrɛ ka banbaanciw la. Donc o
Maroc tun bɛ fɛ cogo bɛɛ la parce que Mali problème mana ɲɛnabɔ cogo min, Mali problème mana régler ni solution minnu ye, o solution kelen ninnu donc olu bɛ se ka appliquer en tout cas c'est jurisprudence ye jamana tɔw la Mali problème ɲɔgɔn bɛ se ka ye jamana minnu na hali ni an ka problème tɛ kelen kosɛbɛ c'est surtout Mali ni Sahara tɔ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la mais o de bɛ se ka ye Maroc don dabaya la donc Marocains ye service caman proposer Mali ye u nana ni wari ye u ye fɛn bɛɛ kɛ walasa u sen bɛ don a la fo laban ninnu na fo kana se an ka alimamiw kalan o bɛɛ ye walasa u sen da se ka don Mali problème na ni régler la cogo min na bon donc o groupe ninnu créera ten groupe ye mɔgɔ faga foyi ma bɔ a la foyi ma bɔ a la groupe ye mɔgɔ faga foyi ma bɔ a la anw fana t'a ɲini ka a ɲɛdɔn minnu bɛ na an bara an bɛ u traiter cogo di parce que n'i ye Algérie jateminɛ Algérie jɔda bonyana Mali problème na kosɛbɛ mais Algérie senba bɛ Mali problème na kosɛbɛ Algérie sen bɛ Mali problème na d'autant plus que n'i y'a jateminɛ terrorisme daminɛlen yɛrɛ anw bara a ɲɛmɔgɔba bɛɛ tun ye Algérien donc ni ɲɛmɔgɔba bɛɛ tun ye Algérien ça veut dire que u bɔra Algérie de ka na anw bara donc ɲɛmɔgɔba bɛɛ tun ye Algérien maintenant u nana après ni wari b'i kun n y'a fɔ cogo min na ni moyens bɛ yen ka denmisɛnninw recruter donc Mudiawo ye mɔgɔw recruter facilement Gao donc mɔgɔw bɛ se ka denmisɛnninw bɛ se ka recruter facilement mais o t'a to ko dafɛduguw ko u t'a ɲini ko u da ka don a la donc pour que ka situation ka n'u échapper donc tubabuw ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais ko comité que donc accord signé hali ni accord sera ka signer Algérie donc tubabuw ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko comité de suivi de l'accord o fana ye fɛɛrɛ ye c'est à dire que fɛn fɛn bɛɛ fɛ i da ka don a la a y'o liste ta a ka composition lajɛ jamana minnu b'a la jamana fɛn fɛn intéressé don ni fɛn fɛn da b'a la donc u bɛɛ b'o kɔnɔ yen donc minnu bɛ wari di sa o minnu bɛ fɛ a ka ɲɛnabɔ sira min fɛ o bɛɛ ni ŋaniya bɛ ɲɔgɔn na ye mais en tout cas tubabuw tun y'o bila sen kan donc ko walasa ka accord suivi kɛ donc o comité de suivi nin i b'a ye k'a fɔ o kɔni komi Faransi de tun ye dɛmɛbaga fɔlɔfɔlɔ ye donc Faransi tun jɔda ka bon o kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ hali ni Mali gouvernement de b'a wari bɔ Mali gouvernement de bɛ fɛn bɛɛ ta en charge pratiquement bon n'i y'a jateminɛ fana MINUSMA fana b'an bara donc MINUSMA fana bɛ o comité in de kɔnɔ n'o tɛ MINUSMA tɛ baara ɲɛnama wɛrɛ la walasa bɛn ni kelenya bɛ na anw ka jamana kɔnɔ cogo min donc situation a yera nin cogo la Algérie parce que Algérie ka problème ka ca donc Algérie bɛɛ fɛ fana anw ka kɔrɔnfɛla ale fana da ka don a la tuma bɛɛ en gros solution tɛ yen Mali problème na ni a tɛ tɛmɛ Algérie fɛ ça c'est assez clair et net il n'y a pas de solution sans passer par l'Algérie donc globalement ce que je viens de raconter tout à l'heure c'est que je ne vais pas tout reprendre malheureusement en français, je vais juste résumer et continuer sur le sujet. C'est que nous avons constaté depuis le début de la crise au Mali qu'il y a énormément d'acteurs externes qui s'intéressent au Mali et qui voulaient prendre part à cette crise d'une manière ou d'une autre. Et donc, dans un premier temps, on a quand même constaté que cette ingérence qui a été mise à la lumière à travers le podcast du président Tebboune, dont nous avons compris que, en tout cas, il sous-entendait que le Royaume du Maroc a apporté un soutien quelconque à un groupe terroriste au Mali et principalement le Mudiawo. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure comment le Mudiawo a été créé. Je pense qu'il y a suffisamment de ressources sur Internet pour ceux qui veulent vraiment approfondir ce sujet. Mais le Mudiawo a été créé à la suite d'une scission d'un premier groupe terroriste, mais en réalité, c'est ce groupe-là qui, en tout cas, dans le regard des Maliens, qui a attaqué nos premiers camps militaires. C'est ce groupe-là qui est à la base de toutes les exactions qui ont eu lieu, que ce soit à Guelop, que ce soit à Kidal, que ce soit dans toutes les autres localités, et surtout pendant les années sanglantes, donc en 2011, 2012 jusqu'à 2013, où nos positions étaient constamment attaquées, où toutes les libertés, toutes les recommandations, tout le droit humanitaire a été violé constamment par des individus qui avaient pris des armes et qui s'adonnaient à des actes donc, de ce genre-là. Et
Aujourd'hui, on se rend compte que, avec du recul, que c'est à la faveur donc, de l'intervention française, en tout cas en amont de l'intervention française, que ces groupes-là ont subitement été créés. Et ces groupes ont été créés à la suite des dissidences. Mais bon, est-ce que ce sont de réelles dissidences? Parce que tout à l'heure, j'ai expliqué la volonté première du Royaume du Maroc de prendre part, en tout cas sainement, à la crise du Mali, en proposant donc ces services de médiation au gouvernement de l'époque, qui malheureusement, ces services n'ont pas été acceptés, tout simplement pour la bonne et simple raison que le Mali s'était déjà engagé avec un autre voisin dans la recherche qui est l'Algérie, dans la recherche de la solution à la crise malienne. Et ceci étant dit, euh, les Marocains n'ont pas baissé les bras. Donc, ils ont voulu prendre part à ce conflit-là parce que, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ce conflit peut constituer un précédent dans la recherche de solutions de la crise dans le Sahara occidental. Donc, il y a cet aspect-là qui est important. Le deuxième aspect, c'est que aussi, il y a une bataille de leadership dans le Sahel, donc entre le Maroc et l'Algérie, plus ou moins, en tout cas à cette époque-là. Et il était hors de question de laisser l'Algérie tout seul faire en gros, les autorités algériennes faire ce qu'elles veulent dans la résolution de ce conflit. Donc, ils ont essayé par tous les moyens et ce n'est pas étonnant qu'ils aient en tout cas eu des contacts ou qu'ils aient discuté avec ces genres de groupes. Pour quiconque connaît la composition du Moudjahou, le Moudjahou est constitué, comme je l'ai dit tout à l'heure, principalement des Arabes de Gao originaires du Tilemsi, qui justifiaient la création de ce groupe-là parce que d'abord, avant, il y avait un précédent, il y avait un groupe d'obédience, je peux dire ainsi, Touareg, qui avait été créé dans la galaxie djihadiste. Mais au-delà de cela, on constate aussi que, en tout cas, le Moudjahou a bénéficié de soutien énorme, parce que si on peut dire que au tout début, à sa création, le groupe comptait à peine 500 combattants, le groupe a réussi à mettre en place un système de recrutement temporaire. En fait, en gros, ils ont recruté des gens en CDD, mais très agressifs. En gros, il y avait un ticket d'entrée. Donc, la famille recevait l'équivalent de 600 € à chaque fois qu'un enfant de 12 à 18 ou jusqu'à 20 ans s'enrôlait. Donc, en plus de ces 600 € que recevait la famille, chaque mois, le combattant avait un salaire de 200 € qui était versé pendant tout le temps où il était enrôlé et se battait avec le Donc, cela a séduit énormément de jeunes dans la zone. Il faut aussi, je vais ouvrir une parenthèse, savoir que cette communauté, quand même, qui a plutôt plus ou moins rejoint ce mouvement-là, avait des leaders qui s'étaient enrichis par le passé à travers le trafic de drogue que j'expliquais tout à l'heure, notamment de la drogue qui venait d'Amérique du Sud, parce que aujourd'hui, on peut dire qu'il est pratiquement, c'est devenu très compliqué de franchir les frontières occidentales, les frontières européennes, et donc pour introduire des produits illicites sur le marché européen. Et donc, ces narcotrafiquants ont compris le jeu, et ce qu'ils font, c'est que ils prennent des avions cargo en Amérique latine, ils descendent dans des pays faibles comme chez nous, où il y a très peu de législation, très peu de contrôle, où on peut corrompre plus ou moins facilement des fonctionnaires. Et donc, ils sont arrivés, en gros, à faire atterrir des avions au Mali, en gros, en tonnes, et les décharger dans des pick-up, dans les 4x4, pour reprendre le chemin, en fait, de l'Europe par la route. Et ils reprennent plus ou moins les mêmes chemins que nos frères qui émigrent en Occident. Donc, globalement, ces riches commerçants ont profité de cette opportunité-là pour créer leur mouvement qui allait être la sœur jumelle du mouvement d'obédience Touareg, et en même temps pour créer une galaxie de leur ethnie pour défendre leur communauté. Donc au départ, c'était ce qu'ils avaient annoncé. Mais on se rend compte que ce groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, a fonctionné que par de l'argent. On a vu que les zones occupées recevaient de l'aide humanitaire, des avions cargo sont venus au Mali en 2012,
et des avions extempiers, Qatari, Charity, donc qui a quand même posé problème. Et d'autant plus que euh, les autorités maliennes avaient dépêché une délégation au Qatar pour savoir comment est-ce qu'un État souverain peut soutenir aussi publiquement ou ouvertement des groupes terroristes qui contrôlent un territoire, qui martyrisent la population. Parce qu'à cette époque-là, oui, énormément de citoyens maliens ont été mutilés à Gao, des citoyens ont été tués, ont été flagellés, et l'humiliation était quotidienne pour pratiquement toutes les femmes et les jeunes. Et donc, ça, c'est cette épreuve-là qui a laissé des stigmates, qui a laissé une douleur presque irréparable aujourd'hui dans la vie de ces citoyens-là. Cette terreur, dire qu'elle était soutenue donc, par des pays étrangers. En tout cas, c'est ce que les autorités de cette époque-là avaient remarqué et donc ils sont allés au Qatar. Et la réponse officielle des autorités qataries de l'époque était de dire que le Qatar lui-même, en tant que pays, est touché par le terrorisme, se bat contre le terrorisme, et donc le Qatar ne peut pas soutenir un groupe terroriste, et encore plus contre un État souverain. Bon, c'est plausible. Mais par contre, l'explication peut venir du fait que un grand donateur ou un homme d'affaires qatari avec énormément de moyens peut partager la même idéologie, la même vision de l'islam, la même pensée que des groupes à l'instar du Moudjahou qui se battaient sur le sol malien. De telle sorte que ces individus pourraient apporter, en tout cas, du soutien logistique et financier, donc matériel, à ces différents groupes-là. Donc, c'était à l'époque l'explication. Et donc, on ne pouvait pas aller plus loin que ça. Je ne pense même pas que ce soit nécessaire. Mais en tout cas, c'était l'explication. Mais cela démontre en tout cas que le Moudjahou a été créé uniquement par de l'argent et principalement par de riches commerçants de Gao, donc qui sont là pour la plupart aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont sur la liste des terroristes que le gouvernement américain publie chaque année. Donc, tout cela est vérifiable, tout cela est disponible sur Internet, bien évidemment. Mais au-delà de cela, ce qu'il faut noter, c'est que la crise au Mali, l'Algérie a un rôle central à jouer dedans. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est très important parce que l'Algérie, au-delà d'être le voisin, l'Algérie a été impliquée dans notre crise depuis 1963 pratiquement. Et donc, l'Algérie a développé des connexions, l'Algérie a développé une approche et un savoir-faire qui peut être utile dans le cadre de la recherche de la solution, mais qui, à mon sens, ne doit pas être suffisante en fait pour arriver à une paix. Donc, il est indispensable que les Maliens aient une stratégie, il est indispensable qu'on prenne les choses en main, parce que la situation de victimisation, la situation de ce n'est pas nous, c'est les autres, tout est la faute des autres, je ne pense pas qu'un État puisse avancer avec cette idéologie-là. Aujourd'hui, dans le monde entier, les gens sont interconnectés, les pays sont interconnectés, les États sont interconnectés et les États cherchent leurs intérêts. Il faut être assez malin, avoir un plan, avoir une stratégie pour régler la crise. Et vu que l'Algérie pense que la solution toute militaire n'est pas viable, il serait temps d'envisager d'autres solutions dans la recherche, en tout cas de la résolution de notre problème au nord, que militaire. Et ceci étant dit, les Algériens sont formels. La crise au nord, ils sont formels là-dessus. Il n'y aura pas de solution 100% militaire. Et donc, je pense que c'est aussi un message pour nous. Récemment, le président algérien a attribué plus d'1 milliard de dollars, donc qui va être destiné au développement des pays africains. On doit aller y prendre notre part dedans. On doit faire en sorte que nous combinons toutes les solutions possibles, c'est-à-dire qu'une solution propre à nous. On fera appel à la violence quand c'est nécessaire et en dernier recours, on explorera des solutions politiques qui nous sont propres à nous et on prendra en compte les recommandations en fait, des partenaires, des voisins pour arriver à une paix durable.
atteindre la paix au Mali est à portée de main. Moi, je reste persuadé. Par contre, si on n'intègre pas euh, la dynamique de tous les acteurs, sans exception, si on n'intègre pas le jeu de tous les acteurs, si on n'intègre pas les agissements de tous les acteurs, y compris nationaux et internationaux, on ne pourra pas trouver de solution qui puisse ramener la paix. La paix se construit. La paix se construit sur une base saine. La paix se construit sur une base consensuelle. La paix se fabrique. La paix se fabrique pour remplacer la guerre. Aujourd'hui, au Mali, on a compris que si l'armée monte en puissance sérieusement, il n'y aura pas de guerre. Si l'armée monte en puissance sérieusement, on n'aura pas à nous battre. Si l'armée monte en puissance sérieusement, je pense qu'on pourra arracher des accords qui nous sont favorables. Il est plus que temps de lancer le processus politique. Il est plus que temps d'avoir un plan national de résolution de la crise au nord du Mali. Vous savez, on est tous unanimes là-dessus aujourd'hui que l'accord d'Alger ou l'accord de paix issu du processus d'Alger, prenez comme vous voulez, signé en 2015. Donc, on est tous unanimes que cet accord-là, aujourd'hui, son seul bénéfice, c'est que, en tout cas, on ne s'entretue pas entre Maliens. C'est le seul bénéfice aujourd'hui de cet accord. Sinon, il n'a résolu aucun problème. Il est décrié par toutes les parties. Donc, le gouvernement ne le veut pas, les Maliens ne le veulent pas, y compris ceux qui ont pris les armes et qui ont signé n'en veulent pas non plus. Donc, il serait temps peut-être d'avoir une vraie stratégie parce que ce qu'on a constaté, c'est que récemment, on a vu que le processus est bloqué. On a vu qu'il y a des agissements. Bon, on peut dire que cela fait partie du processus normal de recherche de solutions dans une crise, mais cela ne doit pas durer, cela ne doit pas être la règle. Il ne faut pas que les acteurs se plaisent dans cette situation-là, parce qu'on est dans une situation anormale. Aujourd'hui, il y a des villes, il y a des régions qu'on ne contrôle pas effectivement. Aujourd'hui, il y a des hommes en armes sur notre territoire sur lesquels on n'a aucun contrôle. Et aujourd'hui, notre situation exige à ce qu'on fasse économie de la guerre et qu'on aille vite et qu'on aille de façon claire, efficace, transparente et qu'on sache ce qu'on fait avec les enjeux, tous les enjeux, et que les risques soient maîtrisés. Il y aura toujours des risques, mais il faut qu'on arrive à maîtriser les risques. Et je pense que cela est possible. Cela est possible si on change notre approche, si on change notre vision du terrorisme, ce qu'on appelle le terrorisme, du djihadisme, si on change notre approche de ces acteurs-là. Cela ne sera possible que quand on mettra une vraie justice en place pour traduire devant la justice tous ceux qui vont commettre des actes de terrorisme. Cela serait possible uniquement si on met en place des mécanismes pour recevoir tous ceux qui veulent se repentir. Aujourd'hui, si un jeune terroriste veut abandonner ses proches, je dirais qu'il n'y a pratiquement aucun mécanisme au Mali qui permet de l'intégrer dans la société et encore moins de l'encourager. Et encore moins de l'encourager. Au lieu d'acheter une balle pour tuer un terroriste, avec cet argent-là, tu peux démobiliser une dizaine de terroristes. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on adopte des solutions efficaces, qu'on adopte toutes les solutions possibles et que quand on monte en puissance, en réalité, ça veut dire que c'est la débandade de l'autre côté. Donc, si c'est la débandade, ça veut dire que les gens, ils cherchent quelque part, ils cherchent à se sauver. Donc, tous ceux qui ne sont pas fanatiques, donc tous ceux qui ne sont pas irrécupérables, ce qu'on appelle des terroristes contingents, tous ceux-ci doivent pouvoir intégrer dans un mécanisme pour les déradicaliser et en même temps les réintégrer dans la société. Mais on ne fait que nenni de tout ça. Aujourd'hui, on n'a aucun plan pour réintégrer ces gens-là, si ce n'est pas le DDR qui est proposé par l'accord de paix, que d'ailleurs les groupes armés refusent. Donc aujourd'hui, les groupes armés refusent de déposer les armes
dans le DDR et ils trouveront toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas le faire. Donc, je ne pense pas que ce soit le DDR de l'accord qui va régler le problème, parce que ce DDR, comme je le disais hier, on l'a déjà vécu, on l'a déjà expérimenté. Nous, encore une fois, on a du mal avec l'apprentissage. Vous savez, quand on se trompe une fois, il faut apprendre, il faut regarder, il faut analyser, il faut comprendre pourquoi je me suis trompé. Est-ce que je pouvais faire différemment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont les éléments externes qui ont perturbé en fait le cours normal des événements? Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de questionnements, d'interrogations à se faire après chaque échec. Et ça, c'est individuel que collectivement. Je pense que c'est pareil. À chaque échec, même quand tu ne réussis pas au bac, tu regardes bien dans quelle matière tu n'as pas eu de notes. Et je pense que l'année d'après, tu fais beaucoup plus attention à cette matière-là qu'aux autres. Mais c'est valable pour un État. C'est valable pour un État. Nous, on a signé un accord en 2006. Cette rébellion en 2006, elle a éclaté. On a signé un accord. En 2006, on a signé un accord exactement plus ou moins pareil que ce qu'on a ici. On a signé un accord. On a intégré des milliers d'anciens combattants. Mais c'est grâce à cet accord-là que la rébellion de 2011-2012 a été 2 fois plus grande, qu'elle est 2 fois plus violente. C'est grâce à l'accord de 2006-2007. Parce que tout simplement, je dis bien 100% des gens qui ont été intégrés, 100% des combattants qui ont été intégrés se sont barrés au début de la rébellion de 2011-2012. 100% des anciens combattants. Et ils ne se sont pas barrés tout seuls. Ils contrôlaient des casernes, ils contrôlaient des camps entiers. Ils se sont barrés avec femmes, enfants, matériel, tout. Ça veut dire que cette intégration a été un échec. Ça a été un échec. On les a intégrés parce que déjà on ne voulait pas les intégrer, ils voulaient des grades qu'on ne voulait pas leur accorder. Donc on a discuté, on les a intégrés. Ils ont été intégrés, ils ne se sont jamais sentis comme chez eux. Il y a eu des problèmes de cohabitation qu'on n'a pas gérés. Il y a eu des difficultés, malgré le fait que on a essayé de mixer, de mélanger, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'unité autonome. Mais non, l'accord dit qu'on ne peut pas les envoyer en dehors de là où ils sont. Donc, ils vont se retrouver là où ils sont armés. Maintenant, après, ça va être juste une question de volonté. Aujourd'hui, on a le drapeau vert jaune rouge. Demain, ils peuvent le remplacer par un drapeau cimetière ou un drapeau noir. C'est ça la réalité. Le DDR, de par l'histoire, n'est pas une solution viable dans ce contexte-là. Et l'expérience l'a prouvé partout dans le monde. Je crois que ouais, c'est parfait. Donc, l'expérience l'a montré, comme je le disais tout à l'heure, que le DDR n'est pas quelque chose de sain, de viable, d'adapté. Et donc, si le DDR n'est pas adapté, si le DDR n'est pas viable, mais bon sang, pourquoi nous, on s'entête à faire que du DDR? Il y a plusieurs façons de démobiliser un combattant. Il n'y a pas que le DDR. On peut les insérer dans le tissu économique, on peut leur donner de l'argent, les former pour qu'ils soient des entrepreneurs. Ils peuvent apprendre des métiers. Pourquoi vouloir faire d'eux des combattants coûte que coûte? Je comprends que c'est le métier qu'ils ont exercé là. Mais si ce sont de vrais rebelles, un rebelle n'est pas un combattant professionnel. Un rebelle est un citoyen lambda qui prend des armes parce qu'il n'a pas d'autres moyens pour revendiquer ses droits. Un rebelle est un maçon, un rebelle est un jardinier, un rebelle, c'est un fonctionnaire. Un combattant rebelle, c'est une femme de ménage, c'est une femme au foyer, un combattant rebelle. C'est un ouvrier, un combattant rebelle. Il a une profession, il a un métier, il a une vie. Il prend des armes parce qu'il en a marre. C'est ça la définition d'un rebelle. C'est un citoyen, c'est une revendication politique. Donc si c'est le cas, pourquoi on a du mal à ce que ces gens retournent dans leur activité de départ? Pourquoi il faut les intégrer dans l'armée? Et au-delà de cela, pourquoi les Maliens vont accepter de confier leur sécurité
à des individus qui auparavant étaient plus ou moins leurs bourreaux. Ce n'est pas parce que le gars s'est repenti, hier il était devant ma porte, il voulait coûte que coûte tuer mon frère pour me tuer avec son arme. C'est pas parce que je signe un accord avec lui que demain c'est à lui que je vais confier ma sécurité. Il n'y a pas de cohérence. On ne doit pas accepter cela. On doit chercher d'autres solutions. Pourquoi? Pourquoi que l'armée? On peut comprendre que l'ONU n'a pas d'autre solution parce que ce sont ces mécanismes qu'ils ont développés depuis des années. Mais depuis le Kosovo, le DDR n'a pas marché. On a vu au Congo, le DDR n'a jamais marché. Au Mali, je vous ai donné l'exemple le plus concret, les gars qu'on a intégrés en 2007. C'est eux qui sont allés former la rébellion de 2012 avec encore plus de puissance. C'est-à-dire que demain, si les Maliens sont fiers aujourd'hui qu'ils ont des flottes et qu'on confie ces flottes à des soldats du DDR et qu'une autre rébellion éclate, mais cette rébellion, elle aura des avions. C'est ça la logique. Je pense que pour une paix durable, pour une vraie paix, nous sommes tous d'accord. D'ailleurs, ce n'est pas que dans l'armée qu'il faut donner la priorité aux compétences locales, qu'il faut recruter localement, qu'il faut développer nos collectivités, qu'il faut développer nos régions, qu'il faut développer nos cercles, qu'il faut développer nos arrondissements, même nos villages. Quand il y a une mine, moi je ne suis pas d'accord que les ouvriers soient recrutés dans une autre ville, et la ville où il y a de la mine. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. En tout cas, moi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution pour une paix durable. Ça peut apporter la paix aujourd'hui, ça peut être incitatif, mais le métier de soldat, le métier de sécurité ne doit pas, en tout cas cette fonction ne doit pas être prise à la légère. Et je reste persuadé qu'on ne doit pas confier notre sécurité à une armée reconstituée. C'est la folie, c'est la folie. Ça ne peut pas marcher. Par contre, quand tu dis ça, c'est bien beau, mais il faut gérer tous les mecs. Oui, il faut les gérer. Il faut les gérer. La paix a un prix. Si on aspire à la paix, tous ceux qui sont susceptibles d'être insérés dans la société, tous ceux-ci doivent être intégrés dans le cadre d'un vaste programme. Et ce programme ne doit pas se limiter uniquement à ceux qui ont signé les accords avec le gouvernement. Il faut déjà que ce programme commence à un premier programme de déradicalisation, parce qu'on va y venir, il y a le débat sur la laïcité, tout ça en Mali actuellement, c'est chaud, on va en parler, mais il faut déradicaliser les gens. Il faut déradicaliser les gens. Il faut y travailler. Pendant qu'on doit se soucier à déradicaliser des gens dans le Nord, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent se radicaliser à Bamako. C'est ça la réalité. Mais il faut des hommes d'État, il faut mettre fin à cela. Un État ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas satisfaire tout le monde, il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas s'accrocher à des concepts et à leur définition. Mais si vous adoptez une loi qui permet en toute impunité à un gouvernement ou à des responsables ou à un groupe d'individus regroupés, que ce soit en association ou en organisation, d'imposer sa loi à tout le reste de la population, ce pays-là va encore prendre des coups qu'on aura du mal, qu'on va mettre des années pour surmonter. Moi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention. Déjà, aujourd'hui, tout ce qui nous sépare, nous, les musulmans de Bamako, des gens qui tuent des individus au nom de Dieu dans le Nord, c'est cette laïcité, c'est cette tolérance. C'est la frontière, c'est cette tolérance. Notre laïcité à nous, elle n'est pas la laïcité française, ça n'a rien à voir. Des gens qui disent ça n'ont aucune connaissance de la laïcité française. Absolument rien à voir. On peut comprendre que nos textes puisent leur origine, leur source
dans des textes français, ce qui est tout à fait louable. Ben, le monde est une continuité. Aujourd'hui, toi, tu as l'électricité chez toi. Ben, retourne allumer ta bougie. Pourtant, ce ne sont pas nos ancêtres qui ont inventé l'électricité. Dans la vie, tout ce qui est bien, il faut le prendre, peu importe qui l'a fait. Le seul souci d'un responsable politique, le seul souci, c'est la satisfaction et le bien-être de ta population, peu importe d'où ça vient. Je peux dire la même chose. Je peux dire que le vrai Malien n'est pas un musulman. Il y a débat. Ça dépend où commence ton histoire. Ça dépend ce que tu appelles malien. Un Malien, c'est celui qui a notre mode de vie. Nous, on ne veut pas changer. On ne veut pas changer de mode de vie. Je ne sais pas si toi, tu as des plans pour être quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas mon cas. Et ce n'est pas le cas des milliers d'autres citoyens. Et si on joue avec nos textes, si on joue avec nos textes, parce que si vous voyez encore que nous tenons, c'est grâce à cette constitution-là. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit arrangée ou pas, elle nous a évité énormément de catastrophes. Et si on joue avec les termes, ben, on se demandera pourquoi l'armée se bat. Mais dites-moi, s'il n'y a plus de laïcité, mais si je peux renoncer à la laïcité, demain, je t'arrache la paix avec Yad. Je ne sais pas, je ne comprends pas comment on peut agir de la sorte, comment on peut dépenser des atouts, comment on peut disperser des atouts, je veux dire, comment on peut perdre inutilement des atouts. La laïcité est suffisante pour avoir la paix avec Yad. Parce que ce mot est un verrou. Vous l'enlevez, c'est le champ de toutes les bêtises qui sera ouvert. Tu me donnes la laïcité, si les Maliens sont, si le Mali est prêt à renoncer à la laïcité, je te décroche un accord avec Yad. Pourquoi se battre? Parce que des fois, je pense qu'on oublie pourquoi on se bat. C'est vrai. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la guerre n'est que la politique par la violence. Mais on se rend compte qu'on oublie pourquoi on se bat souvent. On oublie pourquoi on se bat. On oublie pourquoi on se bat. Pourquoi l'armée est au nord? Parce que les gens nous ont attaqués. Pourquoi ils nous ont attaqués? Pourquoi ils nous ont attaqués? Ben, ils nous ont attaqués. Je ne parle pas de ceux de Kidal, mais ils nous ont attaqués parce qu'ils estiment qu'on est des laïcs. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Ils estiment qu'on est des laïcs. Ils estiment qu'on tolère des gens qui boivent de l'alcool, qui le fassent. Ils estiment qu'on tolère à des gens qui fument de le faire. Ils estiment qu'on permette à des jeunes d'aller en boîte de nuit, qu'on permette à des femmes de s'habiller comme elles veulent. C'est pourquoi ils nous ont attaqués. Ils estiment que on laisse à tout le monde de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi ils nous attaquent. C'est pourquoi ils nous attaquent. C'est pourquoi c'est pourquoi le Mali a été attaqué. C'est pourquoi le Mali a été attaqué. Ceux qui voulaient créer un État, ceux qui avaient un autre agenda, eux, ils se sont engouffrés dans le processus politique. Le combat continue. Ceux qui nous attaquent aujourd'hui nous attaquent à cause de notre mode de vie. Et c'est ce mode de vie-là qui est laïque. C'est qu'un imam peut avoir sa maison collée au plus grand, à la maison du meurtrier, à la maison du voleur, à la maison du dealer, à la maison de... Voilà, c'est ça le Mali. C'est ça nous. C'est ça nous. Dieu, ça reste un cadre personnel. Ça reste un cadre personnel. La liberté de culte. C'est ça notre laïcité. Si on enlève ça de notre constitution, on est foutu. Si on enlève ça de notre constitution, on est foutu. On est foutu. Parce qu'on va se demander pourquoi on se bat. Que si moi je suis soldat, je vais me demander mais pourquoi je vais aller combattre ce mec-là. Il n'y aura plus de raison de se battre. Il n'y aura plus de raison de se battre. Parce que
pour pouvoir se battre efficacement, il faut te motiver. Il faut qu'il y ait une cause. Tu ne te bats pas simplement parce qu'ils nous attaquent. Tu te bats parce qu'ils sont contre nous. Tu te bats parce que notre mode de vie, notre tolérance est quelque chose qui les dérange. C'est pour ça que nos soldats se battent. C'est pour ça qu'on a payé ce lourd bilan. Et c'est pour ça que nous tenons. Parce qu'on ne veut pas être quelqu'un d'autre. On tient à cette souveraineté-là. Mais la souveraineté, ce n'est pas simplement vis-à-vis de notre État. Si des groupes de pression arrivent à cela, bah, il y a fort à penser que c'est juste la branche politique de ceux qui se battent de l'autre côté. C'est que la branche politique. Et ça, et ça, les jeunes d'aujourd'hui ne doivent pas accepter. Les Maliens ne doivent pas accepter cela. Donc, le Mali, comme je l'ai dit, il est d'ailleurs indispensable, vu qu'on aime les grandes réunions, qu'on organise les états généraux de la laïcité. Il faut qu'on en parle. Parce que c'est fondamental, parce que c'est ce qui nous permettra de discuter avec les groupes armés. Il faudrait que nous, on détermine jusqu'à où, on est prêt à céder par rapport à toutes les religions, pas une seule religion spécialement, à toutes les religions. Vous savez, le Malien est religieux, le Malien est croyant, mais le Malien est tolérant. Et la religion est un objet complexe. C'est un objet tellement complexe qui donne lieu à des interprétations souvent erronées. Et pour faire face à cela, nous, on a besoin de textes, on a besoin de lois. Sinon, au Mali, en réalité, personne ne peut dire que tu fais du djihad si tu prends l'islam au sens, en tout cas l'islam que nous, on a reçu au Mali et l'islam que nous, on a appris au Mali. Bah, cette religion n'est pas forcément violente. Et c'est pour cela nous y avons adhéré. Et vous voyez aujourd'hui dans notre histoire, tous les conquérants qui ont combattu des cités qui étaient déjà musulmanes sont traités de terroristes. Et depuis cette époque, vous savez, parce qu'on est un pays riche d'histoire. On est un pays riche d'histoire. Tout ce qui se passe actuellement n'est pas nouveau. N'est pas nouveau. Ce djihad au Mali n'a pas commencé aujourd'hui. Koufa et Yad ne sont pas les premiers djihadistes sur notre territoire. Le Mali a connu des djihad de par le passé. Et donc, avec du recul, nous avons vu euh, comment nos populations ont vécu pendant cette période et nous avons vu pourquoi ils ont renoncé à ce mode de vie-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des Bambara, des Peuls, des Bozo, des Songhai, des Soninké, une diversité d'ethnies et une diversité culturelle et une diversité riche en patrimoine, mais une diversité riche en pratique. Mais nous, on veut être nous. Nous, on ne veut pas adopter la culture arabe. Nous, on veut juste la religion. Nous, on ne veut pas vivre comme les Arabes. Nous, on veut juste la religion musulmane qui est universelle. Tu n'es pas obligé d'être arabe pour être musulman. Tu n'es pas obligé d'adopter donc la culture arabe pour être musulman. Je pense qu'il y a un véritable problème chez nous parce que je commence à comprendre que euh, finalement, on se dévie de l'essentiel, on se dévie de nos objectifs et finalement, on se rend compte que l'adversaire va gagner par, une autre, par d'autres moyens détournés. Parce que s'ils arrivent à avoir des avancées politiques à Bamako, une branche qui se bat au nord, c'est fini. L'armée va être découragée, démotivée. Les soldats vont être démotivés. Les gens vont se dire, mais pourquoi je vais aller me battre?
Nous, on se bat parce que on reste persuadé que ce que ces gens-là disent, que ce que ces gens-là mettent en place, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas notre religion. C'est pour ça qu'on se bat. On ne se bat pas contre des musulmans. On se bat contre des gens qui veulent nous imposer leur vision. C'est très important, il faut le savoir. Des gens qui sont prêts à nous tuer, donc qui ne nous laissent pas le choix. Et comme je le dis, on l'a eu par le passé. On l'a eu par le passé. À Ségou, nous, on a prié, alors qu'on avait nos fétiches. Nos ancêtres ont prié, donc ils avaient des fétiches, comme dans plein de villes du Mali. On l'a connu. Quand Sundiata Keïta et ses compagnons quand ils ont côtoyé la religion, quand ils ont décidé de rentrer dans la religion, c'était en toute connaissance, c'était un processus libre, c'était un processus volontaire, c'était un choix. Ils n'ont imposé la charia à personne. L'islam a toujours été la religion des élites dans l'Empire du Mali. Encore, allez-y à Tombouctou, allez-y à Djenné. Vous avez des bibliothèques familiales, vous avez des grandes familles qui, depuis cette époque-là, ont étudié, ont appris cette religion. C'est ça le Mali. On a vécu en harmonie. On a vécu en harmonie parce qu'on a une compréhension plus poussée de la religion. Vous savez, nous, on a réussi à faire la différence entre les guerres de conquête, les guerres de clans, euh, la culture, entre les manipulations euh, et la vraie religion. Donc, l'islam qui était au Mali jusque-là a toujours été une religion pure, vous voyez, une religion de tolérance et une religion de paix et d'amour. Une religion de paix et d'amour. Et encore aujourd'hui, on a des grands imams qui prêchent cela. Bani est là, Bani était un rempart. Chérif Ousmane Madani Aïdara était un rempart. Chérif Ousmane Madani Aïdara perpétue l'islam authentique malien. Bon, il peut y avoir des dérives, et puis bon, quand on s'intéresse à l'individu, on peut passer 3 nuits à parler de l'individu, mais en tout cas, sa tolérance. Et je pense que son succès vient de là. Son succès, sa popularité vient du fait qu'il nous enseigne l'islam que nos parents nous ont enseigné. Le fait qu'il est tolérant. Le fait qu'il comprend que nous sommes dans un pays qui nous appartient tous, qui appartient aux 20 millions de Maliens. Il a compris que ces 20 millions de Maliens ne sont pas forcément tous des musulmans. Et donc, il a compris que le Mali est partagé entre différents individus, avec différentes croyances, avec différentes visions du monde. J'ai vu énormément de vidéos sur Internet où, je dirais, hein, les gens qui veulent vraiment en gros, sans s'en rendre compte certainement, qui travaillent pour les groupes armés du Nord, parce que je ne pense pas qu'ils sachent réellement ce que ça représente dans la Constitution de 92, ce mot-là, sont en train de faire croire aux gens que la laïcité, c'est une absence de religion. Encore une fois, je reviens là-dessus, c'est ne rien comprendre au sens de laïcité. La laïcité n'est pas contre les religions. Au contraire, la laïcité, c'est pour toutes les religions. En gros, la laïcité, c'est pour toutes les religions. Toutes les religions puissent s'exprimer, puissent s'exercer convenablement dans le respect des lois et textes du pays, c'est-à-dire en garantissant le fait que tu ne causeras pas ou tu ne causeras de mal à personne. C'est ça notre laïcité. Au Mali, c'est ça notre laïcité. Et je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Les gens ne doivent pas avoir honte ou avoir peur. Être pour la laïcité ne fait pas de vous des mécréants. Vous savez, c'est Dieu seul qui sait, c'est lui qui va rentrer dans le paradis ou pas, c'est lui qui est un bon croyant ou pas. N'ayez pas peur. Défendez votre pays, défendez
nation, défendez, c'est votre droit. Le Mali nous appartient tous. Le Mali ne m'appartient pas, il n'appartient pas non plus à ceux qui veulent nous imposer un État autre que ce qu'on a connu, ce que nous voulons. Je pense que nous sommes encore plus nombreux à être beaucoup plus tolérants. Nous sommes encore plus nombreux à ne pas être gênés que d'autres individus, d'autres croyances, soient nos voisins. Nous sommes encore les plus tolérants, je pense, à accepter cette diversité-là, à accepter que la sentence, le jour de l'Oléla, selon l'islam, est individuelle et que chacun répondra individuellement de ses actes. C'est ça que nous, on a appris, c'est ça notre religion. Nous, ce qu'on a appris, ce qui fait le Malien d'aujourd'hui, c'est le Malien tolérant. C'est le Malien tolérant. Le Malien, ce n'est plus le Malien du XIVe siècle. Parce que ce dernier, encore, il ne connaissait pas la religion. Il pratiquait nos religions. On avait nos religions. On peut comprendre que l'adhésion à l'islam est une évolution. On a évolué. On n'a pas changé, on a évolué. C'est très important. On a évolué, on n'a pas abandonné le Malien d'avant pour être un nouveau Malien. Non, c'est le même. Il a évolué. Il a évolué. Maintenant qu'il a évolué, il est devenu musulman. Avec le temps, on a subi la colonisation, mais la colonisation fait partie de notre histoire. La colonisation fait partie de notre histoire. On ne peut pas l'effacer. On n'efface pas une page de l'histoire. Ça fait partie de nous. L'assimilation, ça fait partie de nous. Le fait que je vous parle en français, c'est ça le Malien. Le Malien, il parle en français. Mais ce n'est pas qu'il a abandonné sa langue. Ce n'est pas qu'il a abandonné ce qu'il était. Non. Il a vu une autre langue, même si au début, on lui a imposé, mais par la suite, il a compris que c'est une langue qui peut lui servir. Il a compris que c'est une langue qui peut lui apporter quelques avantages. Et c'est pour cela qu'il a adopté. C'est pour cela qu'il l'utilise. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a renoncé à ce qu'il était. Non, il a évolué. Il a évolué. Les leaders religieux au Mali, depuis la veille des indépendances, avec les Yacouba Silla et autres, ils ont beaucoup lutté, ils ont tout le temps été politiques, ils ont beaucoup lutté pour déjà l'avènement à l'indépendance. Ils ont beaucoup lutté aussi pour faire valoir leur pensée, leur vision du monde, ce qui est très louable. Moi, je pense que tout le monde doit faire ainsi. On ne doit pas prendre des armes pour revendiquer quoi que ce soit, mais on doit revendiquer ce qu'on veut de façon politique. Et donc, je peux bien comprendre aujourd'hui tous ceux qui se sont levés contre cette laïcité, mais je reste persuadé qu'ils n'ont pas bénéficié d'un vrai débat. Je ne parle pas d'aller sur Internet pour regarder la définition du mot, mais le débat, en fait, c'est le sens, c'est l'idée, comme on le dit, c'est l'idée de la loi. C'est-à-dire que on fait fi de l'idée de cette loi, qui est la laïcité. Il ne faut pas y renoncer. Elle n'est pas contre la religion et elle t'empêche en rien. Au Mali, la laïcité empêche en rien. Elle n'empêche en rien. Donc, je pense que c'est un verrou, à la limite, qui pourrait plus ou moins sauter le jour où peut-être on aura un véritable accord de paix. Mais sans accord de paix, si on lâche la laïcité, il restera quoi d'autre? Il restera quoi d'autre? En gros, sans s'en rendre compte, les groupes armés, dans le centre et dans le nord, engagent des soutiens à Bamako. Sans s'en rendre compte, ils engagent des soutiens à Bamako. Ils arrivent à polariser le débat public. Ils arrivent à prendre d'assaut le débat public. Vous savez, il faut se battre. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut se battre pour la survie de ce pays-là. Et ça passe par des petites luttes. Ça passe par des petites luttes. Donc, je pense que malheureusement, j'ai trop dit en français. Je ne vais plus répondre en bambara. Je vais juste vous demander
Je vais faire une petite pause. Je vais vous demander de mettre en commentaire, vu que ce soir, on est beaucoup moins nombreux qu'hier. Donc, je vais vous demander de mettre en commentaire euh, là, le dernier angle. Donc, je vous propose je, je vous suggère donc de me proposer le dernier angle sur lequel donc on va terminer la discussion de ce soir et pour se retrouver demain. Mais et aussi, n'hésitez pas, dites-moi, parce que j'essaie de faire en sorte que l'information soit la mieux partagée. Donc, je ne sais pas, parce que je sais qu'il y a une majorité de Maliens qui parlent Bambara, mais je sais aussi qu'on a énormément de communautés qui ne parlent pas forcément le Bambara. Donc, est-ce que euh, un français simple, comme on le fait là, est un bon vecteur, ou est-ce que vous pensez que on continue notre vidéo en 100% Bambara pour gagner du temps, parce que les deux langues, on ne pourra pas, ou on se donne deux rendez-vous différents pour pouvoir aborder un maximum de sujets, parce que c'est très important. On a beaucoup de sujets, mais du coup, vous le constatez, il y a beaucoup de répétitions aussi dans le discours, parce que je parle en français, je parle en bambara, et vu que je ne prépare pas, donc souvent je perds le fil. Et j'aimerais vraiment, je compte vraiment sur vous, et je veux que vous me mettez en commentaire, s'il vous plaît, si vous pouvez, euh, ce que vous pensez. En tout cas, pendant ce moment-là, on va parler, comme je l'ai dit, hein, on va parler des heures, des heures, des heures. Et puis, la finalité, c'est quand même de créer une communauté de Maliens éclairés qui, à leur tour, vont parler et puis agir. Donc, c'est ça le but recherché. Donc, nous sommes dans la même dynamique. N'hésitez pas. Ce soir, donc, on a longuement parlé du rôle de l'Algérie. Donc, je pense que à la fin de cette vidéo, tu auras compris le rôle très important de l'Algérie dans la résolution de la crise au Mali et surtout les enjeux et aussi le positionnement. Donc, vous avez compris que le positionnement de l'Algérie, c'est faire du développement. D'ailleurs, ils se vantent que même à côté de l'intervention militaire française, eux, ils étaient sur le terrain, ils posaient des actes et ils estiment qu'ils ont engagé plus de résultats que les 9 ans et demi d'intervention française au Mali. Donc, globalement, ça, c'est la solution algérienne. Maintenant, les Maliens ont du mal à faire émerger une solution, en tout cas pacifique, et on est dans une situation qui est littéralement bloquée. Et parallèlement à cela, on assiste au fait que à Bamako, ben, des gens se lèvent subitement, ils veulent profiter donc du chantier de révision de la Constitution pour aussi avoir des avancées politiques pour les mêmes causes pour lesquelles des gens se battent au Nord. Donc je pense que le mimétisme donc des citoyens, des laïcars, hein, je peux dire comme ça, on est des laïcars, et nous qui estimons que euh, le Mali est une terre de paix, d'hospitalité et d'accueil, où le vivre ensemble a toujours été lésion, où nous pensons que le Malien, c'est ce gars tolérant qui accepte cette diversité, qui ne juge pas quelqu'un euh, sur la taille de son pantalon ou de sa barbe, mais qui, en toute objectivité, accepte tout individu avec tous ses droits, en dehors de toute considération religieuse. Et je reste persuadé que c'est ça le Malien aujourd'hui. Et c'est pour garder cette identité-là, c'est pour garder cette vision, cette culture, mais aussi cet ADN que nos soldats se battent. C'est pour ça qu'ils se battent. Si on est prêt à changer, si on est prêt à appliquer la charia, il n'y aurait pas de guerre. On n'a pas besoin. C'est la revendication des groupes terroristes. C'est la revendication des groupes terroristes qui nous attaquent. Déjà qu'on ne se bat plus avec les groupes séparatistes, donc les groupes terroristes, bah, si on est capable de satisfaire à leurs revendications, on peut faire économie et de nos soldats et de notre argent en équipement militaire. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment une idée sérieuse, c'est une avancée phénoménale. Parce que pour moi, la laïcité est suffisante pour que Yad dépose les armes. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Donc, je reviens là-dessus. Donc, c'était la conclusion et je reste persuadé que
si les Maliens s'engagent davantage, que si les Maliens s'informent sainement davantage, si les Maliens ne se limitent pas aux définitions des mots, et quand on ajoute la France dessus, ça devient un rejet systématique, mais qui cherche en tout cas tout ce qui est loi, à essayer de comprendre l'esprit de la loi, du texte, le pourquoi il est là. Et je pense qu'à partir de là, on aura fait déjà un grand pas dans la recherche de solutions. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que on a du mal à savoir comment se positionner. On a du mal aujourd'hui à comprendre les événements. On a du mal à anticiper les conséquences des événements d'aujourd'hui. Et je pense que ce qui est important, c'est de connaître l'esprit de la loi, c'est de savoir pourquoi on a mis ce texte ici et qu'est-ce que ça empêche. Voilà. Donc, globalement, je pense qu'il nous reste une dizaine de minutes. Je ne pourrais pas aborder un autre sujet. Donc, toute la discussion, elle a été faite en français à la fin, mais je compte encore sur vous, s'il vous plaît, dans les commentaires. Dites-nous comment vous voulez qu'on se parle et comment vous voyez la suite, en fait, de ces échanges-là. Et nous, on est très ravis que vous soyez là et que vous restez en ligne pour nous écouter, parce que quelque part, ça veut dire que ce qu'on vous dit vous apporte quelque chose. Ça veut dire que ce qu'on vous dit, peut-être que vous, il y en a peut-être, c'est par curiosité, mais d'autres, peut-être que c'est important pour vous. Et donc, nous, ça nous met la pression, ça nous met une pression encore de vous donner des informations fiables, de vous donner des analyses justes, mais aussi, ça nous met la pression de chercher à tout comprendre parce qu'on doit tout vous expliquer. On a fait ce serment et on le respectera. Par contre, comment le faire, ça, c'est à votre bon vouloir. Donc, on, on est disponible. Euh, N'hésitez pas, interagissez avec nous. Je vois qu'on est assez nombreux sur TikTok. Donc, on va essayer également de parler à nos amis qui nous écoutent sur YouTube. Donc, ce sont les deux plateformes sur lesquelles nous sommes diffusés pour l'instant. Donc, on va essayer de s'étendre plus ou moins dans cette dynamique-là. Mais notre objectif, ce n'est pas une masse. Notre objectif, c'est de pouvoir agir sur des individus, même si à la fin de ce mois, on aura changé la perception de deux personnes, ce serait une victoire pour nous, parce que c'est ça notre objectif. Donc, globalement, je pense qu'on a dit l'essentiel aujourd'hui. Si vous avez des suggestions, si vous voulez qu'on aborde des thèmes, n'hésitez pas, c'est maintenant, mettez-le en commentaire. N'hésitez pas également à partager ce live, à inviter des amis, à faire en sorte qu'on puisse créer une communauté de gens éclairés, de gens qui sont capables de donner la bonne information, mais aussi d'individus capables tout de même de s'engager. Donc, je vous remercie infiniment pour ce live. Malheureusement, j'avais promis de reprendre la fin en Bambara, mais je ne pourrais pas le faire. Euh, je pense que demain soir, on va aborder un thème beaucoup plus vaste parce que hier, j'ai commencé à vous raconter, en tout cas en tout début, l'histoire de Agibou. Vous savez, Agibou, c'est le fils de Amadou Sékou. Donc, pendant son règne à Ségou, qui a été enlevé par Archinard, il avait à peu près 7, 8 ans, il y en a 19 ans, et c'est lui qui avait pris un sabre pour se battre contre les soldats français. Donc, c'est un héros. Il a été enlevé au même titre que le sabre. Il a été envoyé en France. Il a été scolarisé à Saint-Cyr. Il est décédé jeune à 22 ans. Mais c'est le premier Africain à fréquenter cette école-là. Et surtout, à son âge, il a côtoyé quand même les élites françaises. Et c'était un jeune très intelligent. Donc, on a son histoire, on a son récit. Mais son récit nous appelle en fait sur notre propre histoire, l'histoire du Mali. Vous savez, Sarkozy a dit qu'on n'a pas d'histoire. Moi, ça me fait encore mal aujourd'hui quand j'entends cela, parce que c'est de l'hypocrisie. Lui, il sait qu'on a de l'histoire. Il sait que l'Afrique a de l'histoire. Il sait que le Mali a de l'histoire. Mais il sait aussi où se trouve notre histoire, parce que notre histoire a été volée pendant la colonisation et notre histoire est disponible dans les musées privés en France. Ça a commencé par le musée de l'armée. Après, nos objets ont été éparpillés entre différents musées, mais nos objets existent. Nous sommes allés à la recherche de nos objets et le Mali a énormément d'objets historiques. Le grand tambour de Wele Sebougou, on en parlera. Ce tambour, il est en France, il est disponible, c'est le tambour des Maliens.
Nous, on a besoin de nos tambours. Les objets volés à Ségou. Amadou Sékou a hérité d'un tas d'objets anthropologiques, historiques de son père, qui lui, El Hadji Martal, qui est un grand conquérant, qui aurait dû ramasser dans nos différents empires. Donc, je pense que c'est notre patrimoine. Euh, il y a des musées en France pour cela, mais dans ces musées-là, même 1% de notre patrimoine volé n'est pas exposé. Donc, nos objets existent, notre passé existe, parce qu'on ne peut pas aller de l'avant sans connaître qui nous sommes réellement. Et c'est fait volontaire. Il y a une politique d'assimilation pour nous acculturer et effacer notre histoire. Parce que effacer notre histoire donne des avantages aux autres. Des avantages parce qu'ils peuvent nous réduire en moins que rien. Parce qu'ils peuvent se sentir supérieurs à nous. Parce qu'ils pensent qu'on n'a pas d'histoire. On a une histoire très riche. Notre histoire a été volée. Elle a été volée par Archina, on le sait. Notre histoire est disponible, elle est en France. Il y a beaucoup de pays africains qui se trouvent dans la même situation que nous, mais à des degrés différents. Et on a vu qu'il y a beaucoup de pays africains qui arrivent aujourd'hui, plus ou moins, en tout cas, ils ont réussi à faire bouger les politiques. Et je pense que euh, la restitution des œuvres d'art doit se faire d'une autre manière. Je dis ça pourquoi? Parce que le sabre de l'Adju Martal que le jeune Agibou avait, qu'il a brandi face à Archinal et Satou, ce sabre, il a été volé. Ce sabre a été volé. Même si on a un sabre à Bajangara, je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne sait pas ce qui est le véritable sabre s'il ne l'est pas. Mais ce sabre a été volé. Et l'histoire de ce sabre est assez révélateur parce que ce sabre a été restitué pas au Mali, mais au Sénégal. Et pourquoi? Pour un fait politique. Parce que le président sénégalais qui a assisté à cette restitution en a fait un objet politique, en a fait un objet de campagne pour séduire la communauté des Tidjaniya et en a exposé dans un musée. On parle de prêt. On parle de prêt. Mais même si c'est un prêt, les objets de la Djoumartal ne doivent pas être restitués au Sénégal. En tout cas, si ce sont des objets qui ont été volés à Ségou, les objets doivent être restitués dans les zones où ils ont été volés. Mais ce n'est pas aux autorités françaises, ce n'est pas aux autorités françaises de décider de qui doit recevoir quoi. Je pense que ce combat, il doit encore reprendre. Je salue encore ici tous les intellectuels qui ont rédigé énormément de tribunes, qui ont abordé ce sujet-là, les différents ministères de culture des différents pays africains qui, plus ou moins, sont dans une discussion de l'institution. Les Français ont abordé énormément de sujets. Ils ont d'abord dit que chez nous, qu'il n'y a pas d'endroit pour sécuriser ces objets-là. Ce sont des arguments avancés. Qu'on n'a pas de musée sécurisé, qu'on n'a pas d'endroit pour recevoir ces objets-là. Comme si ces objets-là n'ont pas quitté chez nous. En gros, aujourd'hui, ils ne veulent pas nous restituer nos objets parce que, soi-disant, qu'on n'a pas d'endroit pour les garder. Mais bon sang, ils étaient où avant? C'était bien chez nous, ces objets-là. Ils étaient bien chez nous. Donc, je pense que on doit aller chercher nos objets. De toute façon, il y a une volonté, parce qu'il y a 2 incendies qui ont eu lieu, il y a eu un vol dans un musée. Donc, il y a énormément d'événements qui font que on ne pourra aujourd'hui recouvrer dans les faits que 10% de notre patrimoine, parce que tout le reste, je pense que c'est mort, c'est mort. Mais cela n'empêche que c'est notre dû, on doit le réclamer, parce qu'on ne peut pas constituer notre histoire sans notre patrimoine. Quand tu vas au musée de Bamako, c'est une désolation totale. Vous savez, c'est bien beau, on a un musée du textile, c'est bien beau, on a 2, 3 objets, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que les objets du Mali, l'histoire du Mali, la culture malienne, elle a été volée. Quand tu vas en Europe, quand tu vas en France, ils ont 2 musées. D'abord, il y a le premier musée dont l'ancêtre était le musée de l'homme, qui était destiné aussi
a exposé tout ce qu'ils voulaient chez nous. Donc, ce musée, il y a le musée de l'armée qui n'est pas disponible au public, qui était la destination privilégiée de tous les objets volés chez nous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que après chaque conquête, donc chaque conquête était suivie d'un pillage. Chaque conquête était suivie d'un pillage. Et il y avait une loi qu'on appelle le butin de guerre. C'est-à-dire qu'en gros, les butins de guerre, donc c'est tous ceux qui étaient constitués comme récupérés chez nous. Et ces butins de guerre, donc, ils ont une loi qui dit que les butins de guerre sont la propriété donc, de l'agresseur. En gros, c'est ça. En gros, tous ceux qui ont été volés chez nous, ils ne les considèrent pas comme des objets volés, mais plus ou moins comme des butins de guerre. Et ils disent que les butins de guerre ne sont pas à restituer. Bon, car cela ne tienne. Aujourd'hui, tout ne rentre pas dans ce cadre-là. Aujourd'hui, déjà une reconnaissance serait un grand pas, mais je pense aussi que ce combat, il doit être beaucoup plus profond. Il doit être beaucoup plus profond parce que nous aussi, à notre niveau, on doit être capable d'estimer ce qu'on nous a volé. On doit être capable d'estimer quel type d'objet on nous a volé. C'est vrai que il y a les correspondances d'Archina, donc il y a les documents des archives d'Archina, mais il y a un travail sérieux qui s'impose aux Maliens, qui doit être commencé. Et ce travail-là s'impose aux Maliens. Au Mali, le Mali doit se lever aujourd'hui pour faire un inventaire de ces objets volés et les réclamer. Mais est-ce que tu peux réclamer quelque chose dont tu ignores l'existence? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Comme l'histoire du sabre. Moi, je reste persuadé que ce n'est pas le vrai sabre qui a été prêté au Sénégal. Parce qu'on savait que le sabre n'allait pas retourner. Qu'est-ce qui n'est pas possible aujourd'hui? Donc moi, je pense qu'on est une fois de plus interpellé. On a énormément de problèmes, on a énormément de chantiers. Si on est organisé et qu'on travaille, on peut y arriver. C'est ce que je dis, le Mali n'a pas de problème insurmontable. Mais on a du mal à se poser, on a du mal à se poser, on est trop chaud au Mali. On est trop chaud, on a du mal à se poser, on a du mal à prendre du recul, à comprendre les événements et à y apporter des réponses. Aujourd'hui, tous les autres pays africains, au final, nous pensons que nous sommes plus ou moins la tête de file aujourd'hui de l'émancipation des pays africains. Nous serons les derniers à récupérer nos objets. Tous les autres sont très en avance là-dessus. Ils ont créé des commissions, ils ont identifié des trucs, ils travaillent ensemble et ils sont en train de mettre des stratégies pour récupérer leurs objets. Et nous, on sera les derniers. On sera les derniers et à la fin, pour se rendre compte que tous nos objets ont été, en tout cas, attribués à des copains. Parce que bon, un objet de la Martal restitué au Mali, au Sénégal, revient même. Voilà. Donc je pense que ce chantier-là existe et il faudrait l'avoir en tête. Il ne faut pas l'oublier et il faudrait l'aborder. Donc, il y a ce sujet-là, il y a la vie de ce jeune homme-là qui est très captivante, mais aussi ce que tu dois savoir, c'est que le progrès de la médecine, parce que pendant la colonisation, il y a eu des tests qui ont été effectués sur des crânes, parce que dans les malles, parce que dans les bagages d'Archina, il n'y avait pas que du document, il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout, il y avait des organes humains, il y avait un peu de tout. Et finalement, vous savez, on passait commande auprès d'Archina. Donc, j'imagine la façon dont un musée peut commander un tableau d'art malien, une statuette de l'art de la pierre taillée, je ne sais pas, de la région de Mopti, ainsi de suite. De la même façon qu'un conservateur, un directeur de musée pouvait passer commande auprès de Archina, donc pour chez nous, de cette même façon, moi je reste persuadé que, en tout cas, des chercheurs, des médecins passaient commande d'organes humains parce que la moitié de ces morts, on ne sait pas ce qui était dedans. Mais après chaque conquête, ça a toujours été la règle.
Et donc, on va y aller dans les jours à venir. Donc, comme tout ce que je vous dis, c'est de l'histoire. Donc, il faut le prendre avec parcimonie. C'est de l'histoire. Nous, aujourd'hui, on n'en veut pas forcément aux descendants de ces gens-là parce qu'on estime qu'ils ne sont pas responsables des actes que leurs grands-parents ont posés. Mais par contre, on exige du respect aujourd'hui, on exige qu'on nous restitue nos objets et on exige qu'on nous traite à notre juste valeur et non à travers la vision de leurs ancêtres. Parce que sinon, dans ce cas-là, nous, on ne ferait pas de différence. On les traiterait aussi de la même façon. Donc, je pense que ce n'est pas trop de demander à ce qu'on nous respecte, ce n'est pas trop de demander à ce qu'on nous considère comme nous sommes à notre juste valeur. Et je pense que euh, l'échec de la France-Afrique vient de là. L'échec de la France-Afrique vient de là. Parce que le partenaire français a été incapable de voir les Africains comme étant des partenaires avec qui il doit discuter, négocier, dialoguer en toute franchise et en toute égalité dans un partenariat gagnant-gagnant. Donc il y a ce statut paternaliste qui a toujours existé et qui malheureusement aujourd'hui est à la base donc, de la révolte de la jeunesse africaine. Donc la jeunesse africaine est révoltée, ça ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelque chose de perceptible. Cette jeunesse veut plus de la France-Afrique, elle l'a décriée. Cette jeunesse aspire à un autre mode de vie. Parce qu'aujourd'hui, quand on est jeune et qu'on a, disons, quand on a moins de jusqu'à 35 ans, jusqu'à 40 ans, moins de 30, 40 ans, quand on vit au Mali, franchement, on n'a pas grand-chose à perdre. On ne peut pas voyager comme on veut, alors que les jeunes Européens, eux, il suffit qu'ils prennent un sac à dos, ils peuvent aller où ils veulent sur la Terre. Mais nous, on ne peut pas y aller où on veut. Il nous faut des visas, il nous faut tout un tas de documents. On ne peut pas entreprendre aisément pour s'en sortir parce que tout simplement, tous les marchés importants sont donnés à des entreprises encore sous contrôle française dans nos pays. Donc, la concurrence face à ces entreprises est tout simplement quelque chose d'inexistante. Donc, tu ne peux pas t'en sortir. Mais aussi, le peu de ressources qui existent, ben, on voit des responsables, nos leaders, nos élites, détourner cet argent-là, bouffer cet argent-là, et avec la complicité ou des fois même avec l'aval de ces mêmes Occidentaux. Donc aujourd'hui, si tu vis dans cette situation-là, oui, tu as bien le droit de te révolter parce que tu vis une injustice. Personne n'accepte de vivre une injustice et n'accepte jamais une injustice. Il ne faut jamais accepter une injustice. Donc, quand tu vis une injustice, ben, tu prends les moyens pour sortir de l'injustice. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nos jeunes n'ont rien à perdre. Et moi, je ne peux que les encourager. Mais révoltez-vous. Acceptez plus l'injustice. Exprimez-vous. C'est pendant la jeunesse qu'on peut le faire. C'est quand on est jeune qu'on peut agir. Écrivez votre histoire. Écrivez votre histoire. Ben, si vous n'écrivez pas votre histoire, vous n'aurez rien à raconter. Engagez-vous. Changez des choses. Battez-vous pour des causes. Ça vous concerne, parce que ça concerne tout le monde. On disait la même chose à Mopti Agao il y a 25 ans. Ça ne nous regardait pas. Il y a 20 ans, il y a 10 ans. Le terrorisme, même dans les régions du Nord, on disait la même chose. Tout le monde pensait que c'était un problème du voisin. Aujourd'hui, personne ne dort tranquillement dans ces localités-là. Ça peut être ton cas demain pour d'autres aspects. C'est pour cela qu'il faut se lever dès maintenant pour se battre. Et ta sécurité, comment tu vas t'en sortir? Tu comptes sur les autres. Tu confies ton destin à quelqu'un d'autre. Alors que tu as les moyens pour changer ton avenir. C'est ce que je te disais hier. Comment tu vois ta vie dans 10 ans, dans 5 ans? Merci beaucoup à tout un chacun pour ce live. Je pense qu'on va se quitter ce soir sur cette réflexion sur comment tu vois ta vie dans 5 ans. Je pense que tu vas avoir le temps d'y réfléchir. Et puis demain, on se retrouvera ici autour d'un autre thème. Donc, je vous invite à commenter, à partager, à inviter vos amis à venir participer avec nous à ce direct qui se fera tous les soirs. Donc, je pense que n'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire
et on aura l'occasion d'aborder d'autres sujets. Merci encore une fois à tous et on se dit à demain.